Bonjour à tous donc, et bonjour à tous ceux qui sont connectés. Alors, je m'appelle Fabrice Papillon, c'est mon vrai nom, comme ça vous allez vous en souvenir un petit peu. Et je suis journaliste scientifique, producteur de films, documentaires, j'écris des livres, et je m'intéresse donc de très près au sujet d'aujourd'hui. Donc je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour partager cette réflexion sur ce qu'on appelle les fake news, et notamment fake news médicales et scientifiques dans le domaine de la nutrition et de l'impact de la nutrition, donc les aliments, ce qu'on mange, ce qu'on boit, sur la survenue de cancer. Alors pour vous, pour beaucoup d'entre vous, ça semble assez loin, mais on est tous concernés dans nos familles, nos amis, par ce problème du cancer. Et est-ce que le fait de mieux manger, mieux boire, bouger, tout ce qu'on dit souvent, est-ce que vraiment ça peut nous aider à lutter contre la survenue des cancers? Et comment? Et faut-il croire tout ce qu'on nous dit? C'est vraiment le sujet de cette matinée tous ensemble. Vous allez donc assister à 3 conférences. Il n'y aura pas que ça, mais essentiellement. Environ 20 à 30 minutes chacune. On va apprendre à détecter ces fameuses fake news, exercer son esprit critique. Et pour la première conférence, j'interviendrai avec une scientifique qui connaît son sujet sur le bout des doigts, Vanessa Cotet, qui est là-bas. Coucou Vanessa. Et qui viendra avec moi tout à l'heure pour essayer de comprendre comment on peut essayer de détecter sur Internet, des articles, à la télé, ce qui est le vrai du faux ou le vrai du fake. On va en parler ensemble. Vous verrez, c'est assez ludique. Ensuite, on va essayer de comprendre comment ces mêmes scientifiques, des chercheurs qui ont fait jusqu'à 10 ans d'études, parfois ce sont aussi des médecins, comment est-ce qu'ils testent les aliments, ce qu'on boit, tout ce qu'on peut absorber, pour vérifier si oui ou non ça peut avoir un impact sur notre santé, et notamment la survenue des cancers. Et puis, on le fera, ça, avec notamment Mathilde Hiss, qui est chercheure au Centre international de recherche sur le cancer et aussi membre du réseau NACRE. Elle est même la directrice de ce centre. Bonjour, Mathilde. Non, c'est là, voilà, bien sûr. J'inverse les deux, ça commence bien. Mais aussi, quelle idée de s'appeler Mathilde toutes les deux? Car après, c'est Mathilde Touvier. Bonjour Mathilde Touvier, la directrice de l'équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle qui, elle, nous dira comment idéalement faire pour bien boire, bien manger, dans le but de rester en bonne santé. À la fin de cette matinée, Maya Piquion, à qui je vais laisser la parole dans 1 minute, et qui est la responsable de la Cité de la Santé, eh bien, nous dira un petit peu plus sur cette cité qui nous accueille aujourd'hui pour vous aider à vous donner les moyens en fait, de vous informer. Je passe maintenant la parole à Madame Maya Piquion, qui est donc chef de service de la Cité de la Santé et qui nous accueille dans ce magnifique auditorium. Maya. Oui. Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue au nom de la Cité de la Santé à l'auditorium de la Cité des Sciences et de l'Industrie pour cette matinée consacrée aux fake news en santé donc, à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le cancer. Alors, nous sommes vraiment ravis de vous accueillir si nombreux, à la fois sur site et à distance. Cette rencontre est organisée en partenariat avec le réseau NACRE, réseau de recherche sur la nutrition et le cancer, et nous sommes très heureux de ce nouveau partenariat qui a été initié dans le cadre de l'exposition sur les cancers conçue par l'établissement et qui va démarrer en septembre 2022, à laquelle vous serez naturellement conviés. Nous sommes heureux également de pouvoir vous proposer aujourd'hui à vous, lycéens et étudiants en santé, cet événement qui, nous l'espérons, contribuera, alors d'une part, à vous fournir des outils pour décoder l'information en santé, d'autre part, vous permettre de mieux comprendre le fonctionnement de la recherche scientifique, et enfin, vous inciter à adopter les bons réflexes en matière de prévention nutritionnelle. Je vous présenterai à l'issue de la rencontre la Cité de la Santé et ses différents services. En attendant, je vous souhaite une excellente matinée et vous dis à tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci Maya, et donc on se retrouvera tout à l'heure ensemble pour un petit dialogue. Je passe maintenant la parole à Bernard Srour, chercheur à l'ERN, l'équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle, affilié à l'INSERM, l'INRAE et l'Université Sorbonne Paris-Nord. Et c'est surtout Bernard, en tant que coordinateur du réseau NACRE, qu'on t'écoute. Merci Fabrice. Je vais commencer par vous souhaiter à toutes et tous la bienvenue à cet événement co-organisé par le réseau NACRE et la Cité de la Santé, que je remercie pour leur accueil dans ces magnifiques locaux. Juste quelques petits mots rapides sur le réseau NACRE, donc pour Réseau Nutrition, Activité Physique, Cancer, Recherche. Nous sommes un réseau de recherche d'une 40aine d'équipes de recherche en France et bientôt en Europe. Et on a une thématique commune, c'est la recherche sur les liens entre la nutrition et le cancer. Nous participons à rassembler donc les chercheurs, on les encourage à collaborer ensemble pour mutualiser leurs efforts,
afin de produire une recherche pluridisciplinaire avec un très haut niveau d'expertise et d'excellence. Nous organisons régulièrement, par exemple, des conférences, des séminaires scientifiques, afin de faciliter les échanges. Bien que nous soyons à la base un réseau de recherche, nous avons également une autre mission sacrée, celle de transmettre le savoir et les connaissances scientifiques au grand public et aux professionnels de santé. Informer et communiquer plus précisément. Et c'est dans ce cadre-là que s'inscrit l'événement d'aujourd'hui. Bien entendu, il est très important pour nous de communiquer sur des messages de prévention, sur des éléments scientifiques. Cependant, il est encore plus important pour nous de vous fournir des clés pour pouvoir aller vous-même chercher les informations. Alors, où trouver ces informations, mais surtout où trouver la bonne information. Nous avons tous à notre disposition des outils connectés précieux pour avoir accès à l'information. Nos téléphones, nos ordinateurs, nos tablettes. Mais peut-on vraiment croire tout ce qu'on lit dessus ? Comment on peut distinguer si l'information que nous lisons est vraie ou fausse, en d'autres termes, une fake news ? Le contexte actuel nous a surtout démontré l'importance de vérifier la fiabilité d'une information avant de la partager, mais surtout avant de l'adopter s'il s'agit d'une recommandation. Et pourquoi aujourd'hui ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, c'est une journée particulière. Le 4 février est la journée mondiale de lutte contre le cancer. Le cancer, c'est 19,3 millions de nouveaux cas dans le monde par an, l'équivalent d'un nouveau cas diagnostiqué toutes les 2 secondes. Mais si je vous disais qu'on peut agir sur notre risque d'avoir un cancer via ce qu'on mange, via notre alimentation. Alors on consomme pendant notre vie l'équivalent du poids de 3 tours Eiffel d'aliments. Il est donc essentiel qu'on prenne soin de ce qu'on consomme. Et aujourd'hui, on va vous dire comment. Dans ce contexte, nous avons prévu donc un programme enrichissant et varié, animé par le journaliste scientifique Fabrice Papillon, que je remercie, et 3 chercheuses expertes du réseau, que vous allez donc rencontrer au fur et à mesure de cette journée, qui viennent de Dijon, de Lyon, de Paris, et que je remercie également. Et bien évidemment, ce qu'on va vous présenter ne s'applique pas uniquement au cancer, mais à tous les domaines de la science et de la santé publique. Avant de vous laisser entre les bonnes mains de Fabrice Papillon, je tiens à remercier particulièrement notre chargée de communication, Juliette Biget, pour le beau travail d'organisation de cette demi-journée, et notre chef de projet, Julie Gignac, pour son implication dans l'organisation. Un dernier petit mot de remerciement pour les partenaires du réseau NACRE, INRAE, l'Institut national du cancer et la Fondation ARC pour leur soutien, et surtout la Cité de la Santé pour ce beau partenariat. Il me reste à vous souhaiter un très bel événement et à vous remercier encore une fois pour votre présence ici à la Villette ou sur YouTube. L'idée de cette premier atelier, on va dire ça comme ça, c'est d'aller donc détecter les fake news. Donc vous avez entendu Bernard nous expliquer comment manger 3 tours Eiffel pendant notre vie. Alors, il faut que ce soit des bonnes tours Eiffel. L'idée, c'est de manger des trucs qui sont digestes et qui nous empêchent de tomber malade. Vous avez tous vu, évidemment, un peu partout des trucs très étranges, j'imagine. On vous a expliqué que parfois, le vaccin, ça pouvait inoculer la 5G. Ça peut être pratique, mais on se pose des questions. Vous avez peut-être vu, dans d'autres domaines que la santé, qu'on n'avait pas marché sur la Lune, que la Terre était plate. Ça, c'est des choses caricaturales, j'en conviens avec vous, mais c'est exactement ce principe qu'on va interroger ce matin dans le domaine plus subtil. Donc on peut ne pas tomber finalement, on peut tomber dans le panneau, justement, on peut ne pas détecter, parce que c'est plus subtil, mais on va regarder des exemples qui vont être à peu près aussi caricaturaux et aussi faux que la Terre est plate ou on n'a pas marché sur la Lune. C'est ça l'idée de cette première conférence. On va donc vous présenter à tous des infos telles qu'on peut les trouver sur Internet et vous allez voter pour nous dire si, à votre avis, c'est du vrai ou c'est du fake. Et ensuite, on vous donnera la réponse ou on la confirmera et on expliquera pourquoi. On va commencer avec une première diapo. Pendant ce temps, je rappelle, Vanessa, que tu es enseignant-chercheur à l'Université de Bourgogne, rattaché au CHU de Dijon et à l'INSERM. Et donc, tu es une spécialiste de la nutrition et du cancer, on peut dire ça ? Tout à fait, voilà. J'arrive de Dijon, je travaille à l'université où je donne des cours, mais aussi je travaille comme les deux Mathilde sur l'épidémiologie du cancer en lien notamment avec la nutrition. Alors, j'ai pris la petite télécommande parce que je pense que c'est... Voilà. Vous allez donc voter. Pour voter, il faut aller sur la page web aaslide.com et vous allez pouvoir voter vrai ou faux aux diapos qu'on va présenter et on va évidemment avoir le résultat en temps réel. C'est bien l'avantage de vivre dans un monde numérique. Est-ce que tout le monde a pu trouver le site internet ? Ça va ?
Alors on y va. Voilà une première diapo, première slide. Regardez ce texte. Lisez quelques lignes, on va pas passer, on a peu de temps, donc pardon, on va faire vite. Regardez rapidement, deux, trois mots, le titre, un ou deux paragraphes. Regardez bien toute la slide, pas que ce qui est écrit dans le corps du texte. Regardez ce qu'il y a sur les côtés, en haut, en bas. Et demandez-vous, est-ce que oui ou non, le lait est le deuxième criminel qui se cache dans votre réfrigérateur? Le lait, donc, serait criminel. Pourquoi une femme sur 10 atteinte d'un cancer du sein en Occident en comparaison avec 1 sur 10 000 en Chine? En cause, ce serait le lait. C'est très partagé, hein. Au début, on a eu beaucoup de oui, et maintenant, ça change. Comme quoi, la lecture attentive apporte des informations importantes. Prendre son temps. Quand vous êtes sur TikTok et que vous balayez super vite, on n'a pas le temps de lire. Non, mais il faut dire la vérité, puis il y en a tellement d'infos. Et là, tout à coup, on est en train de comprendre que pour se demander si c'est vrai ou fake, il faut prendre un petit peu de temps. Alors, sur quoi est-ce qu'ils basent leur théorie de criminalité dans cet article? Donc, sur l'hypothèse qu'il y a un taux de cancer du sein plus faible en Chine qu'en Occident. Mais ce n'est pas la seule différence qu'il peut y avoir entre le mode de vie en Chine et en Europe ou aux États-Unis, par exemple. La consommation de viande rouge et de charcuterie y est beaucoup plus faible et la sédentarité aussi y est plus faible. Il y a un autre argument aussi qu'ils utilisent. Peut-être qu'on peut avoir un petit zoom. Ici, c'est l'IGF-1. Alors, déjà le titre, juste avant. Un titre aussi provocateur doit immédiatement vous alerter. Depuis quand le lait qu'on boit depuis qu'on est bébé est censé tuer? Ça doit immédiatement vous alerter. Ensuite, ici, on nous dit, je te laisse commenter si tu veux. Donc, il est écrit « Les études épidémiologiques montrent une corrélation positive entre la consommation de produits laitiers et le cancer du sein. » En fait, c'est faux. Les études montrent au contraire qu'il y a plutôt une diminution du risque, mais qui reste quand même encore à confirmer. Apporter un peu plus de niveau de preuve à ça. Mais par contre, comme dans certaines études, on montrait un risque de cancer de la prostate augmenté chez les hommes qui étaient des très gros consommateurs de lait, eh bien, les recommandations se sont adaptées et on a diminué pour les adultes en bonne santé les recommandations à 2 portions de produits laitiers par jour. Par contre, pour les adolescents et les personnes âgées, on reste à 3 à 4 produits laitiers par jour à consommer. Voilà, après, il y a ce dont tu voulais parler, le facteur de croissance IGF-1. Donc, oui. IGF-1, c'est effectivement un facteur de croissance, mais en fait, le traitement UHT, donc ultra haute température du lait que nous buvons, détruit complètement cette molécule et même la fermentation lactique de nos yaourts la réduit de 80%. Et à l'inverse, c'est un facteur de croissance qui est synthétisé par notre foie, mais l'activité physique, par exemple, réduit sa teneur dans notre sang. Alors ça, ce sont des arguments scientifiques qui sont donc très intéressants, qu'il faut avoir la capacité d'aller chercher, d'aller vérifier. Et c'est justement notre travail à nous, de journalistes scientifiques, d'aller vérifier. Mais si vous n'avez pas le temps, et puis que vous avez autre chose à faire, et surtout que ce n'est pas votre métier, le fait de regarder juste la slide comme elle se présente, donc la page Internet, doit vous alerter. J'ai dit, le titre, évidemment, est provocateur. Il n'y a aucune référence scientifique, c'est-à-dire qu'on cite des choses, mais on ne met pas des petites notes, vous savez, des renvois en bas de page ou en bas de slide pour dire le nom du scientifique ou de l'équipe qui a fait les recherches et la référence scientifique dans des revues spécialisées. Ça doit tout de suite vous indiquer que c'est bizarre. Est-ce qu'on ne serait pas en train de me raconter n'importe quoi? À partir du moment où il n'y a pas de référence, on peut écrire n'importe quoi, y compris que la Terre est plate. Et puis enfin, regardez bien, en haut à gauche, il faut toujours se demander qui écrit. Et là, on nous parle de Free Wiseman. Moi, je suis allé regarder sur Internet en 3 secondes ce qui était Free Wiseman. C'est un blogueur qu'on appelle dans nos jargons complotiste, qui est contre tout et qui pense qu'on nous ment tout le temps. Il a sûrement raison pour une certaine partie des choses, probablement, mais il a beaucoup tort. Par exemple, il a publié hier ou avant-hier un post, le nouvel ordre mondial luciférien. Voilà, donc pour lui, Lucifer, donc le démon, le diable, aurait pris le pouvoir sur la Terre. Vous voyez, quand quelqu'un publie ce genre de post, il faut beaucoup vous poser 2 questions. On avance. Deuxième slide. Lisez un petit peu et votez. Et bravo pour tous ceux qui ont répondu fake pour le premier. C'était effectivement un fake. 6 raisons de ne plus consommer de lait de vache. Regardez tout.
Si vous arrivez à bien lire, en tout cas, il y a des choses en tout petit en bas à droite, si jamais vous arrivez à le voir. Il faut tout regarder. Alors, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de votes, mais ils sont massivement négatifs. Fake, dites-vous. Ah, non, il y a du positif qui revient. Alors, on est à peu près un tiers de tiers. Hein. Voilà. Bon, alors, je vous vois assez hésitant. Il y a quand même massivement, hein, non, très massivement quand même, les 2 fois plus de fake que de vrai. Alors, vous avez raison, c'est un fake. Pourquoi ? Le titre, lui, est déjà moins scandaleux. 6 raisons de ne plus consommer de lait de vache. Mais il est affirmatif. Et quand on ne vous met pas de point d'interrogation et qu'on vous assène une vérité contre-intuitive, parce que du lait, vous êtes censé en boire depuis quasiment votre naissance, en tout cas le lait maternel, il faut déjà s'interroger sur le côté affirmatif du titre. Et ensuite, et c'est ça qui est important, regardez en haut, vous aviez un petit panier, et en bas, dans l'encadré qu'on a élargi, vous avez peut-être pu lire, mais c'était petit, service client, service livraison. Donc, cet article provient d'un acteur commercial dont le but est de vendre des produits. Et il se trouve que quand on clique, on ne peut pas le faire là, ils vendent du lait qui n'est pas du lait de vache, des laits de substitution, des laits végétaux par exemple. Donc leur but à eux, c'est de vous convaincre que ce n'est pas bon de boire du lait de vache et qu'il vaut mieux acheter des laits de substitution. Alors justement, on ne doit pas parler de lait végétal, mais de boisson végétale, puisque les teneurs, notamment en calcium, ne sont pas du tout les mêmes, et en protéines non plus. Effectivement, on a quand même des alertes sur cette page, puisque on a notamment sur la partie droite une liste impressionnante de maladies qui seraient dues au lait de vache. À part le choléra et la Covid-19, il ne manque pas grand-chose dans la liste. Voilà, donc là c'est pareil, quand vous lisez un peu plus en détail, vous vous dites ils sont un petit peu too much. Un nouveau slide. Alors on y va, même chose, vous pouvez voter, regardez bien ce qui est écrit, regardez bien partout, en haut, en bas, et votez pour dire si à votre avis, ce contenu, ce texte, cette page ou tiré sur le web, du web, est un vrai ou un fake. Alors, ce communiqué de presse, déjà on vous indique, on vous aide un peu. Hein. Déjà on vous parle de communiqué de presse. Ça ne vient pas de n'importe où. Je vois que très massivement, vous votez oui. Allez, il y a 0 non. Bon, vous avez tous compris. Ben c'est bien, c'est bien. Ça veut dire qu'il n'y a pas l'ombre d'un doute. Ça veut dire que déjà, vous avez un réflexe évident. C'est que vous voyez évidemment en haut à gauche, de manière très lisible, que ce texte, qu'on appelle un communiqué de presse, c'est-à-dire fait par des professionnels de la communication, et donc ça n'est pas un blogueur, c'est pas un site commercial déjà, vous savez que ça vient de pro de la com, enfin on peut être pro de la com et vendre des produits. Il se trouve qu'on est non seulement un pro de la com, mais on vient de l'Organisation mondiale de la santé, vous voyez là le petit logo, OMS, et l'OMS c'est un organisme qui dépend de l'ONU, un organisme, on appelle ça une organisation internationale, qui est donc complètement, on va dire, indépendante, et qui regroupe des médecins et des chercheurs du monde entier ou qui s'appuient sur des études de professionnels du monde entier. Donc ça, c'est une très bonne indication. Ensuite, vous voyez que le titre, qui est un petit peu moins fun que les autres, ça c'est aussi, en général, quand les titres sont un peu sérieux, d'accord, ils ont l'air scientifiques, comme je dis souvent, mais au moins c'est un gain de sérieux. Les monographies du cirque évaluent la consommation de café de maté, on ne vous affirme rien. En tout cas, on ne met pas de titre péremptoire, ce n'est pas provocateur. Et quand vous entrez dans le contenu, donc on a dit le logo, et en bas, vous pouvez aller vérifier ce qu'est cet organisme. Vous pouvez facilement vérifier que c'est un organisme réel et sérieux. Et ensuite, je te passe la parole, Vanessa, sur le fond. Alors, c'est vrai que dans ce communiqué de presse, il a expliqué
en haut à droite que après un examen approfondi de 1000 études, donc on sent bien ici qu'il y a eu un gros travail derrière et qu'on n'a pas des données uniquement sur une étude isolée chez l'animal. Ils ont révisé un petit peu les données qui étaient dans les années 90 du lien entre la consommation de café et le cancer de la vessie, parce qu'en fait, il y avait des défauts méthodologiques. Et ça, Mathilde va nous l'expliquer tout à l'heure. C'est important dans ces études de prendre en compte d'autres facteurs qui peuvent expliquer les résultats, et notamment ici, le tabac n'avait pas été utilisé, alors que finalement, les gros consommateurs de café sont souvent des fumeurs, et le lien entre le cancer de la vessie et la consommation de café était plutôt lié au tabac. Et à l'inverse, aujourd'hui, on sait qu'il y a plutôt des arguments scientifiques pour montrer une réduction du risque du cancer du foie et de l'endomètre avec la consommation de café. Confirmation dans cette autre page, vous n'avez pas voté, c'est juste pour vous montrer. C'est la même chose, mais qui ne vient pas de l'Organisation mondiale de la santé. On voit bien que ça vient d'un organisme sérieux, avec toutes les références en bas. Je vous en parlais tout à l'heure. Quand vous avez plein de références scientifiques avec des notes de bas de page en bas, c'est bon signe. Ça veut dire que c'est sérieux. Et donc là-dessus, Vanessa, ce que tu viens de dire est très important parce qu'on le revoit ici dans ce résumé. Parfois, la science évolue et la science n'est pas infaillible. Il ne s'agit pas de dire dans cette conférence, sur les fake news, que les scientifiques ont toujours raison et que les gens qui critiquent les scientifiques ont toujours tort. On a tous entendu parler de scandales, l'affaire du sang contaminé, le nuage de Tchernobyl, c'est l'explosion de cette centrale nucléaire en 1986 dont les émanations radioactives n'avaient soi-disant pas traversé la frontière française, des médicaments dont on s'est rendu compte des années après qu'ils pouvaient créer des malformations chez les bébés. Donc véritablement, chez les enfants à naître, futurs bébés, véritablement, il y a des problèmes. Ils existent. La science est là pour interroger au fil de l'eau les problèmes éventuels et pourquoi pas, si c'est nécessaire, changer d'avis ou réévaluer ces recommandations. C'est exactement ce qui s'est passé pour le café. Tout à fait. La science évolue et progresse, mais il faut lui donner le temps de donner les bonnes informations aussi. Alors, ces bonnes informations, elles viennent surtout d'organismes très sérieux et tu peux nous en parler. Tu travailles évidemment avec la plupart de ces organismes. Oui, c'est vrai, vous retrouvez d'ailleurs au milieu le réseau NACRE. Et donc, vous avez ici les logos que vous allez pouvoir retrouver éventuellement sur certaines des pages qu'on vous présente aujourd'hui, donc l'Organisation mondiale de la santé, l'Institut national du cancer, la Haute autorité de santé, qui sont tous des agences sanitaires et des centres de recherche qui donc diffusent et travaillent sérieusement sur la science pour apporter des données validées. Alors, quand vous voyez ces logos, l'OMS, l'INCa, Institut national du cancer, ANSES, HAS, etc., vous pouvez d'emblée vous dire que le contenu est validé par des scientifiques professionnels et que c'est, grosso modo, on va dire, des avis, des études, des recommandations qui font, comme on dit dans le jargon, consensus. Tout le monde est à peu près d'accord. Ça ne veut pas dire qu'ils ont absolument raison à 100% sur tout. Peut-être que la science va légèrement moduler certaines recommandations dans le temps, mais globalement, l'état de l'art au moment où on se parle, il est là, il est sur ces sites et c'est ça qui est important. Donc d'une façon générale, allez plutôt sur ces sites quand vous avez une information à rechercher, parce que malheureusement aussi, certains utilisent le mot INSERM pour valider et justifier un argument qui n'est pas forcément juste. Absolument. INSERM, tout en bas à droite, c'est notre grande institution de recherche médicale en France, INSERM, Institut national de la santé et de la recherche médicale, avec plus de 6500 chercheurs, de très nombreux ingénieurs de recherche, des gens qui travaillent tous les jours pour faire des études et essayer de découvrir des nouveaux mécanismes, mieux comprendre le cancer et mieux nous informer et nous permettre de lutter contre les risques de maladie. Alors, on continue. Ah, ça va vous intéresser. Peut-être, allez, non, le vin rouge, c'est pas trop votre truc, je pense pas. Mais enfin, c'est de l'alcool. Allez, on y va. On regarde ces slides. 6 bienfaits du vin rouge sur la santé. Je vous laisse regarder, c'est écrit en petit. J'espère que vous lisez un petit peu correctement ce qui est écrit. Et vous pouvez voter. Alors, vrai ou fake? On fait comme d'habitude, il faut tout regarder dans ce slide. En haut, en bas, à gauche, à droite.
Alors, je vois que là, il y a, Il n'y a pas trop de doute non plus. il y a 4 personnes qui pensent que c'est vrai. C'est vrai que ça serait chouette que le vin rouge, quand même, soit bon pour la santé. Alors évidemment, on ne parle pas de l'état d'euphorie du moment, qui nous rend gai, donc la santé mentale elle va plutôt pas mal. On parle des effets à moyen et long terme. Hein. C'est ça qui est compliqué. C'est un peu comme le tabac, je ne veux pas être le gros rabat-joie, mais enfin, c'est le moment où il faut un peu se projeter dans 20 ou 30 ans. On a le temps, c'est ce qu'on se dit. Mais ça peut avoir des conséquences. Pas forcément 20 ans. Hein. Merci Vanessa, ça fait toujours plaisir de se dire non, vous allez y passer avant. Alors, vous avez très massivement dit c'est un fake, bravo. Alors, comment est-ce qu'on s'en rend compte ? Déjà, on peut se dire des bienfaits du vin rouge. Tout de suite, c'est affirmatif, il n'y a pas de question, on l'affirme. C'est un petit peu contre-intuitif parce qu'on se dit, en général, on sait que l'alcool, on nous rabâche que c'est quand même souvent assez grave, on peut avoir des problèmes importants en consommant trop d'alcool. Donc on s'interroge sur ce titre affirmatif. Et qu'est-ce qu'on voit ? Tout en haut à gauche, et là on a réglé son sort à ce slide, que le texte provient du domaine de Cassou à Cahors, de Vinsou, pardon, pas Cassou, du domaine de Vinsou à Cahors, c'est-à-dire un domaine viticole qui vend du vin. Et d'ailleurs en bas à droite, comment être sûr de faire le meilleur achat vin rouge ? Ça aussi, évidemment, tout de suite, c'est une indication. Tout ce joli texte pseudo-scientifique a été rédigé dans le but de vous pousser à faire le meilleur achat vin rouge. Donc pas de décider si c'est bien ou pas bien de boire du vin rouge, c'est le meilleur achat vin rouge. Alors, sur ce sujet, du lien entre le vin rouge et le cancer notamment, parce qu'il y a plusieurs points, dont le cancer. Alors, en fait, toute consommation, il faut vraiment avoir ça en tête, toute consommation d'alcool présente un risque pour la santé. Donc là, tous les titres qui sont présentés, en fait, ils ne sont pas seulement des vendeurs de vin, c'est aussi des vendeurs de fake news. Ils font référence notamment à des effets sur la silhouette, alors que, très objectivement, 1 gramme d'alcool apporte plus de calories qu'1 gramme de glucides ou de protéines. Donc voilà, c'est vraiment chargé de fausses informations. Alors, ils ne font pas forcément ici un focus sur le cancer. Ils parlent de la lutte contre les maladies cardiovasculaires. Et c'est vrai qu'il y a eu un temps cette notion de French paradox, quoi... Qu'on voit plutôt dans ce slide d'ailleurs, voilà. Et en fait, ça a été donc basé sur le fait, alors on voit ici, on sait par exemple que boire un peu d'alcool a un impact positif sur la santé cardiovasculaire. Donc ce fameux French paradox, en fait, est basé sur des problèmes méthodologiques dans ses premières études. Et donc on sait aujourd'hui qu'on ne peut plus diffuser ce genre d'informations. Et en tout cas, pour le cancer, on sait qu'une consommation d'un verre par jour d'alcool en moyenne augmente le risque. Il n'y a pas de consommation sans risque d'alcool, et que ce soit le vin rouge comme autre chose. Les arguments qui sont souvent employés, c'est le contenu du vin rouge en resveratrol. Ce resveratrol, c'est un antioxydant. Mais finalement, si le vin rouge en contient, pourquoi ne pas plutôt manger des grains de raisin, puisque ce resveratrol est contenu dans la peau du raisin. Si on voulait vraiment bénéficier de ce petit produit, ces molécules dites polyphénol, le resveratrol qui est contenu dans le raisin, il faudrait boire des dizaines de litres de vin rouge par jour pour en avoir un peu de bénéfice. J'ai peur que ça ait d'autres conséquences. Donc mieux vaut, si on veut vraiment prendre du resveratrol, mieux vaut aller vers des compléments alimentaires éventuellement. Je ne sais pas, on va parler des compléments alimentaires, peut-être, justement. Un petit mot, Vanessa, encore ? Eh bien, là, il parlait d'un titre qui est donc erroné. La consommation de vin ne protège pas contre le cancer. Mais il y avait un petit encart juste en dessous du titre qui expliquait qu'en fait, il n'actualise plus le contenu de ce site web et qu'il faut du coup prendre avec précaution ce 2019, qui reste dedans. La dernière modification. Néanmoins, déjà en 2019, on savait qu'il y avait un risque de cancer avec la consommation d'alcool. Alors, on le disait, ce fameux resveratrol, est-ce qu'il vaut mieux pas le prendre en complément alimentaire ? C'est exactement la question que se pose Marie-Claire, qui est une revue et qui interroge apparemment une spécialiste, qui est présentée comme une grande spécialiste, donc naturopathe et blogueuse forme.
Et on lui demande si les compléments alimentaires, c'est-à-dire qu'on peut acheter en pharmacie, prendre en forme de gélule par exemple, est-ce que c'est bon pour booster son tonus et sa forme? À vos votes, je vous laisse regarder. C'est le dernier vote. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est un article un tout petit peu tendancieux, fake? Alors, massivement pour l'instant, vous êtes sur le fake. C'est pourtant un article de presse. Ça vient d'une revue connue qui s'appelle Marie-Claire, qui est vendue dans les kiosques depuis des décennies. Un peu comme les revues, vous savez ce qu'on appelle les revues féminines. Il y a Elle, il y a Cosmo, Marie-Claire. C'est sûrement plus vos mamans ou vos grands-mères, même parfois, qui lisent ces revues, il faut bien le dire. Elles sont moins lues, mais elles existent et on les trouve dans les kiosques à journaux, les relais H, etc. Et effectivement, vous avez raison. Ah non, je vois que le oui, que maintenant que je vous ai dit que c'était une revue qu'on trouvait dans les kiosques, vous vous dites ça doit être hyper sérieux. Mais vous n'avez pas tort. C'est-à-dire qu'a priori, si c'est des vraies revues avec des vrais journalistes, sauf que Marie-Claire, sa vocation, c'est pas vraiment d'informer, au sens comme écouter le journal à la radio, ou regarder le journal à la télé, ou regarder des sites d'information sur Internet. Sa vocation, c'est aussi de faire du bien, faire plaisir, ce qu'on appelle le bien-être. Et donc Marie-Claire va donner la parole à des personnes qui vont nous rassurer et nous faire du bien. Oui, là, c'est subtil. Là, c'est vraiment la limite entre ce qui est évidemment faux et ce qui pourrait être un petit peu piégeux. Alors, comment est-ce qu'on se rend compte, Vanessa, qu'ici, on a déjà, ne serait-ce que sur la personne qui est interviewée, naturopathe? Alors, comme tu le faisais remarquer sur certains autres articles avant, là, on a des allégations qui sont assez générales, qui reposent sur aucune information reliée à un article scientifique avec des références, etc. Donc, elle reste effectivement très générale sur le bien-être. Il y a quand même des alertes sur les contre-indications et du coup, Mathilde nous expliquera tout à l'heure qu'effectivement, consommer des compléments alimentaires, ça n'est pas anodin. Normalement, une alimentation variée et équilibrée doit suffire à couvrir les besoins. Et donc, ici, c'est une naturopathe. Elle n'a pas forcément le background scientifique, enfin, les connaissances scientifiques pour vraiment maîtriser l'utilisation des compléments alimentaires vis-à-vis de la santé. Voilà, c'est important de le dire. Naturopathe, ça n'est pas un titre universitaire, par exemple de docteur en sciences, en biologie, ou de docteur en médecine, donc des études de médecine. Contrairement à un nutritionniste, normalement on est médecin quand on est nutritionniste. Si on utilise bien le terme, c'est une spécialité médicale. Donc ici, ça veut dire que cette personne n'a pas de formation médicale. En tout cas, elle ne le revendique pas. Elle n'est pas du tout présentée comme telle. Et on nous ajoute blogueuse forme. Quand on est blogueur, ça vous le savez, on est là pour vanter des choses, pour dire que c'est formidable. Et vous le savez aussi, souvent les blogueurs sont sinon payés, en tout cas en nature, on leur offre des choses, des marques, leur offre des produits pour leur faire parler positivement de leurs produits, du maquillage, des vêtements, etc. Donc quand on est blogueuse forme, on peut s'interroger tout de suite sur mais est-ce que ce que dit cette personne est vraiment vrai ou est-ce qu'elle n'a pas intérêt à me vendre ce qu'elle vend? Alors, on a encore une slide complément alimentaire, on n'a plus beaucoup le temps de s'y intéresser. Je vous montre juste que sur cette page qui a l'air plutôt bien faite, puisqu'on pose des questions, comment bien choisir, on ne vous affirme rien, mais vous voyez qu'en haut, il y a quand même un panier, ça veut dire que l'intérêt de ce site, même s'il se présente de façon relativement neutre, avec ses titres et ses questions, c'est quand même de vous vendre des compléments alimentaires, donc forcément, on ne va pas vous donner une information complètement objective sur les compléments alimentaires, est-ce que c'est bien ou pas? Non, ils sont bien, et on veut vous en vendre. Manger bio permet-il de diminuer les risques de cancer? Est-ce que tu veux dire un mot peut-être, Vanessa, sur ce slide? Donc en fait, vous voyez tout de suite en haut que c'est un site avec la Marianne française du ministère et puis à côté donc le fameux logo de l'Institut national du cancer. Et donc ils expliquent ici à partir d'un article qui venait d'être publié. Donc ils commentent cet article qui expliquait que la consommation de produits bio réduit le risque de cancer de 25%, que c'était un article sérieux, mais que c'est une des premières et rares études sur le bio et qu'il va falloir confirmer ces résultats. Donc on ne peut pas être aussi affirmatif que le relais dans certains médias qui en a été fait.
Et surtout, il ne faut pas s'appuyer sur ces relais d'information qui font des raccourcis, puisque les bénéfices des produits bio sur la santé restent encore à démontrer. Et à l'inverse, on a des facteurs de risque de cancer qui sont bien établis, comme par exemple l'alcool, la viande rouge ou la charcuterie. Et même bio, en fait, elles peuvent présenter des risques. Et à l'inverse, on sait que les fruits et les légumes, même s'ils ne sont pas bio, ont un impact bénéfique sur la santé. Donc, en fait, dans cet article, vous avez vraiment le pour et le contre et des arguments scientifiques avec, on retrouve en bas les sources qui appuient en fait le propos et qui alertent sur les choix à faire au quotidien pour notre alimentation. Donc, on peut être très sérieux, venir d'un organisme ou d'organismes très sérieux et en même temps se poser des vraies questions et parler d'infox. Donc, c'est une autre manière de parler des fake news. Parce que parfois, et on nous le disait tout à l'heure, il y a des données subtiles, des données contradictoires. L'état de l'art et de la connaissance évolue. Et on peut penser quelque chose à un moment donné et moduler son avis quelques mois ou quelques années plus tard. Et c'est intéressant d'aller regarder toujours, au moment où on se parle, le up-to-date, comme on dit, à date, quel est réellement l'état des connaissances. Pour aller plus loin dans cette réflexion sur mais est-ce qu'on nous dit vraiment des choses qui sont vraies ou fake ? Bien, depuis quelques années, un peu moins d'une dizaine d'années, la plupart des grands médias connus, reconnus, professionnels, utilisent ou ont mis en place des services de débunkage. On appelle ça débunker les fake news. Donc, ils vont aller regarder plein de choses comme celles qu'on a vues ensemble et plein d'autres. Ils vont en trouver des centaines sur Internet, comme nous tous, et ils vont passer leur temps à essayer en appliquant le même type de méthode que celle qu'on vient d'évoquer ensemble, ils vont essayer de vérifier en allant aux sources si ce qu'on nous dit est vrai ou faux. Alors vous voyez, on vous a mis quelques logos. Il y a des journaux ou des agences. L'agence France Presse AFP, par exemple, qu'on voit en bas, AFP Factuel, c'est la grande agence qui donne de l'information depuis presque un siècle à tous les journaux, radio, télé de France et même du monde. Et eux, ils ont mis en place un gros service de fact-checking, comme on dit, de vérification de l'information. Vous pouvez voir ça sur Internet. Et c'est pareil pour plein d'autres médias. L'œil du 20h, c'est tous les soirs à 20h sur le JT de France 2. Vous avez aussi des chroniques sur France Info. Vous avez aussi le journal Le Monde qui a mis en place le décodeur et qui a même mis un site dédié qui s'appelle le Décodex. Et le journal Le Monde est réputé comme le meilleur ou le plus sérieux de tous les journaux existants en France. Donc, on peut faire confiance, par exemple, au Décodex. Autre manière aussi d'aller vérifier que ce que vous lisez est vrai, c'est d'aller sur des plateformes spécialisées. Je parlerai essentiellement de Spatie Educ, que vous connaissez peut-être si vos enseignants vous en ont parlé. Spatie Educ, c'est vraiment intéressant puisque c'est une initiative soutenue par le ministère de la Culture et qui propose à toute la communauté éducative, donc justement vos enseignants, vos profs, et donc dans vos classes, de donner un nouveau sens à la lutte contre la désinformation et l'apprentissage numérique, c'est ce qu'ils écrivent. Et effectivement, il y a plein de thèmes, il y a plein de sujets. Allez-y, regardez, c'est très bien fait et c'est accessible justement aux lycéens, aux jeunes, à vous. Et ça, c'est vraiment bien fait, c'est clair, net et précis. Après, vous avez Yandex, mais ça peut être aussi, par exemple, Google Images, très intéressant. On vous balance plein d'images et on vous dit, regardez ce qui s'est passé hier, c'est un scandale, c'est une honte. Et puis quand vous allez chercher, grâce à Yandex ou à Google Images, d'où vient cette image, grâce à l'intelligence artificielle, Yandex est capable de reconnaître cette image, de la retrouver dans le web, dans plein d'autres endroits, et de remonter à la source originelle de la première fois où cette photo a été mise en ligne, et si ça se trouve, elle a 10 ans. Et en fait, ça n'avait rien à voir avec le sujet qu'on traite aujourd'hui. Donc, on vous manipule énormément avec les images. Posez-vous toujours des questions sur les images, et allez regarder, grâce à Yandex et d'autres, finalement, si cette image est vraiment une image d'aujourd'hui ou une image d'hier qui a été manipulée. Bien sûr, il y a des réseaux sociaux. Vous pouvez noter, vous pouvez aller regarder, fureter, vous allez trouver plein d'informations intéressantes sur ces, on va dire, manières de débunker l'info. Vanessa, un mot. Eh bien, du coup, j'ai envie de vous dire, soyez curieux, allez vérifier l'information que vous lisez, ne vous laissez pas influencer, et les recommandations en matière de nutrition
repose quand même sur un travail scientifique poussé. Donc voilà, vous ne laissez pas influencer par des messages un peu faciles dans les médias. Merci beaucoup Vanessa pour ton éclairage passionnant. Merci à tous. Alors, comme Vanessa vient de le dire, on l'a dit en filigrane pendant toute cette présentation, les scientifiques cherchent et en permanence à trouver les meilleures recommandations possibles pour notre santé. Qu'est-ce qu'on doit manger, boire, comment est-ce qu'on doit se comporter, idéalement, par rapport à l'état de la connaissance. La méthode scientifique, comment est-ce qu'on fait des recherches sur les aliments et ensuite comment est-ce qu'on en formule des recommandations, c'est justement ce que Mathilde Is, qui est donc chercheur au CIRC, le Centre international de recherche contre le cancer, membre du réseau NACRE, va nous expliquer. Merci. Bonne présentation, merci. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Comme l'a dit Fabrice, je suis chercheuse au Centre international de recherche sur le cancer à Lyon et je suis membre du réseau NACRE. Je travaille sur les liens entre nutrition, en particulier les facteurs liés à l'obésité, et le risque de cancer. Donc, l'objectif de ma présentation d'aujourd'hui, c'est pour vous aider à mieux vous y retrouver face aux fake news en santé, de vous montrer un peu les différentes étapes pour passer du travail de recherche à des recommandations de santé publique du type manger 5 fruits et légumes par jour. Alors, en quoi consiste la démarche du chercheur ? Eh bien, on va formuler des hypothèses et on va les tester. Ces hypothèses qu'on formule, elles peuvent venir de choses qu'on sait déjà, elles peuvent venir de phénomènes qu'on remarque, d'intuition, mais dans tous les cas, on va avoir besoin de mettre en œuvre une méthodologie scientifique pour passer d'une impression à une réponse objective. Comment est-ce qu'on met en place cette méthode scientifique ? Eh bien, en faisant des études. Et ces études, elles sont publiées dans des revues scientifiques. Et si je vous parle de ces publications scientifiques, c'est parce que le plan qu'elles suivent reflète les démarches, reflète les étapes de la démarche scientifique. Les étapes de la démarche, elles sont sur la droite de la diapositive, et puis au milieu, vous avez le plan de l'article. Donc un article, il commence par détailler le contexte, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on sait déjà, ce qu'on ne sait pas, et pourquoi on formule l'hypothèse qu'on va tester. Puis on va détailler les méthodes, de façon à ce que d'autres équipes de recherche qui voudraient évaluer la même question puissent le faire et voir s'ils trouvent les mêmes résultats. Ensuite, on va présenter les résultats de façon très factuelle, avec des chiffres, des tableaux. Et puis, on va discuter ces résultats. Là, on va proposer une interprétation en fonction de ce qu'on connaît déjà, de pourquoi est-ce qu'on observe ça, quelles sont nos propositions. Et puis, on va souligner les qualités et les limites du travail qu'on a fait, puisque tout travail présente des limites. Enfin, on va revenir en conclusion sur l'hypothèse qu'on a formulée initialement. Est-ce qu'on va plutôt dans le sens de cette hypothèse ou pas ? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus pour mieux comprendre ce qu'on a observé ? Alors, avant de vous donner des exemples d'études scientifiques, on va prendre globalement un exemple qu'on va suivre pendant tout le fil de ma présentation, qui est l'exemple du bêta-carotène. Le bêta-carotène, c'est un pigment qui est présent dans les fruits et légumes, notamment à chair orange, et qui a des caractéristiques chimiques intéressantes qui font que les chercheurs se sont demandé si le bêta-carotène, ça ne pourrait pas être un petit peu un ingrédient intéressant pour éviter l'apparition de cancer. Donc l'hypothèse que les chercheurs ont cherché à confirmer, c'est que la consommation de bêta-carotène pourrait réduire le risque de cancer. Pour confirmer cette hypothèse, eh bien, on a réalisé des expériences de différents types sur lesquelles je vais revenir, des différentes études. Et puis, les résultats de ces études ont été interprétés d'abord séparément et puis ensemble, pour finalement conclure sur notre question initiale, notre hypothèse, et puis voir si éventuellement on peut en tirer une recommandation de santé publique. Alors, je vous ai dit qu'il y avait plusieurs types d'études qu'on pouvait mettre en place. Et en fait, ces différents types d'études, elles vont apporter des informations différentes, mais qui vont être complémentaires. Ces études, elles sont un peu comme les pièces d'un puzzle. Et en fait, on ne sait pas quelle image va se former sur notre puzzle. On ne sait pas si on va confirmer ou pas notre hypothèse. Donc, on va mettre ensemble toutes ces pièces qui ne font pas nécessairement la même taille, qui n'ont pas la même précision, et on va essayer d'en déduire qu'est-ce qu'on peut en tirer. Donc, le premier type d'étude qu'on peut mettre en place pour tester notre hypothèse, ce sont des études, par exemple, sur des cellules isolées en dehors de leurs organismes.
Donc, dans ces études, on va comparer des cellules, par exemple des cellules humaines. Dans un cas, on va les mettre en contact avec du bêta-carotène, et dans l'autre cas, non. Et puis, on va observer comment ces cellules elles évoluent, comment elles vieillissent. Et si on observe des différences, ça pourra nous donner des informations sur comment le bêta-carotène pourrait éviter ou ralentir la transformation de cellules saines en cellules cancéreuses. Dans le cas du bêta-carotène spécifiquement, les résultats étaient assez encourageants en faveur de l'hypothèse initiale. Mais ce n'est pas pour autant qu'on s'est précipité pour dire oui, le bêta-carotène, c'est vraiment un ingrédient miracle. Pourquoi ? Parce que ces études, elles présentent des limites. Par exemple, on peut se dire que des cellules isolées, ça ne fonctionne pas tout à fait avec la même complexité que des cellules qui font partie d'un organe dans un organisme. Et la deuxième chose, par exemple, comme limite, c'est que mettre du bêta-carotène directement en contact avec des cellules, c'est peut-être pas la même chose que d'ingérer des aliments qui contiennent du bêta-carotène. Donc on a besoin d'autres types d'études. Mon deuxième exemple, ce sont des études qu'on peut réaliser sur des modèles animaux. Là, par rapport à l'approche précédente, on va travailler sur des organismes entiers. Donc, par exemple, on va comparer deux groupes de rats ou de souris qui vont être élevés exactement dans les mêmes conditions, qui vont avoir le même type d'alimentation, sauf que dans un groupe, on va donner un petit peu de bêta-carotène tous les jours dans la ration alimentaire. Donc, par rapport à l'approche précédente, là, ça pourrait nous aider à comprendre comment le bêta-carotène dans l'alimentation pourrait éviter l'apparition de cancer, puisqu'on va observer ces deux groupes et voir s'il y a un groupe qui développe plus ou moins de cancer que l'autre. Mais là aussi, on a des limites. Malgré des résultats encourageants sur le bêta-carotène spécifiquement, qui sont la question de est-ce qu'on peut directement transposer ce qu'on observe dans les modèles animaux à l'être humain. Bien sûr, vous vous doutez que non, ce n'est pas possible de faire ce raccourci si rapidement. Il y a des similitudes, mais il y a aussi des différences. Et puis, est-ce que mettre tous les jours dans la même ration alimentaire un petit peu de bêta-carotène, c'est comparable avec ingérer de temps en temps des aliments, des légumes qui font partie d'un régime alimentaire global? Là aussi, chez l'homme, c'est beaucoup plus complexe. Donc, on a besoin de réaliser des études chez l'homme. On va parler d'études épidémiologiques et dans un premier temps, on va se contenter d'observer ce qui se passe. On ne va pas intervenir, on va vraiment observer. Donc là, il y a plusieurs façons de faire. On peut par exemple regarder à l'échelle des populations. On peut mettre en lien la consommation moyenne en fruits et légumes dans un pays avec le taux de cancer, la fréquence des cancers dans ce pays. Ça va nous donner une première information, mais ça reste assez global parce que, comme l'a dit tout à l'heure Vanessa, il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent rentrer en compte. Et donc, ça nous donne des pistes, mais ça ne nous donne pas une réponse vraiment précise. Pour ça, on va avoir besoin de rentrer plus dans le détail et de réaliser des études épidémiologiques où on va s'intéresser à ce qui se passe à l'échelle individuelle. Par exemple, des études qui sont mises en place, ça peut être des études de cohorte. Et dans ce cas-là, on va faire appel à un groupe de volontaires qui sont en bonne santé. Et puis, on va leur demander quel est leur mode de vie, quelle est leur alimentation, vraiment essayer de recueillir beaucoup d'informations et suivre ces individus dans le temps pour voir comment leur santé évolue. Et une fois qu'on saura, avec du recul, donc au bout de plusieurs années, combien de ces individus, qui sont les personnes et combien ont développé des cancers, on va pouvoir mettre ces informations en relation avec les informations qu'on a collectées au fur et à mesure de l'étude. Ce genre d'études, ça prend énormément de temps, surtout quand on s'intéresse à une maladie comme le cancer qui met longtemps à se développer. Donc c'est pour ça que, entre autres, la recherche, c'est un processus qui prend du temps. Il faut aussi bien garder en tête qu'on parle vraiment d'études d'observation. Donc les liens éventuels qu'on peut faire grâce à les liens statistiques qu'on peut obtenir, ce ne sont pas des liens de cause à effet. Typiquement, les conclusions de ce genre d'études, c'est que dans les années 80-90, on a observé que les personnes qui consommaient moins de bêta-carotène dans leur alimentation avaient des risques de cancer plus élevés. Mais ce n'est pas forcément à cause de la consommation de bêta-carotène. Donc il faut vraiment rester prudent sur l'interprétation. Si on veut aller un peu plus loin, surtout que là, dans nos 3 exemples, on a des résultats qui semblent aller en faveur de notre hypothèse, on va pouvoir passer à un autre type d'études épidémiologiques, qui sont les études d'intervention. Cette fois, on va modifier un paramètre et on va observer quelles sont les conséquences de cette modification. Dans le cadre du bêta-carotène, les études qui ont été menées, elles visaient à comparer des groupes de volontaires assez similaires. Et pour faire ça, ces volontaires, ils ont été distribués aléatoirement, au hasard, entre un groupe qui allait avoir du bêta-carotène et l'autre non. Donc on parle d'études randomisées. Et
L'idéal, ce qui est aussi fait, c'est des études en double aveugle, c'est-à-dire que ni l'expérimentateur ni le volontaire ne savent dans quel groupe ils font partie. Comme ça évite à l'expérimentateur d'avoir l'impression que telle ou telle personne est en meilleure santé parce que peut-être on pense que le bêta-carotène c'est bénéfique. Ça évite ce genre de biais. Donc on parle d'essais randomisés en double aveugle. Alors, c'est difficile de faire manger quelque chose à quelqu'un sans qu'il se rende compte de ce qu'il est en train de manger. Donc dans le bêta-carotène, ce qui a été fait, c'est de passer par des compléments alimentaires. Dans un groupe, les compléments alimentaires contenaient du bêta-carotène, et dans l'autre groupe, le groupe témoin, qui n'était pas exposé au bêta-carotène, c'était des placebos, donc les mêmes pilules, mais sans le principe actif du bêta-carotène. Eh bien, ce genre d'études, ça peut vraiment apporter des arguments forts en faveur d'un lien de cause à effet par rapport aux études que j'ai décrites précédemment. C'est vraiment un type d'étude clé. Mais dans le cas du bêta-carotène, eh bien, en fait, contrairement à ce à quoi on s'attendait au vu des résultats précédents, on a observé très peu de réduction du risque, voire même des effets délétères dans certains sous-groupes de la population. Donc, je vais revenir un petit peu en détail après sur les conclusions. Donc, si on récapitule les résultats qu'on a obtenus et comment notre puzzle se dessine, eh bien, on a 3 types d'études qui semblent aller en faveur de notre hypothèse, mais le 4e type d'étude qui, lui, nous donne des arguments très forts, pourrait nous donner des arguments très forts en faveur d'un lien de cause à effet, eh bien, ces études-là, elles ne vont pas du tout dans la même direction. Donc finalement, qu'est-ce qu'on peut apporter, comment est-ce qu'on peut conclure, et puis comment est-ce qu'on peut confirmer ou non notre hypothèse vu la diversité des résultats? Quelle est l'image qui s'est dessinée sur notre puzzle? Eh bien, pour voir ça, on va avoir besoin de mettre ensemble toutes ces études. Alors avant de vous décrire précisément comment on fait ce travail de mise en commun des études, je vais revenir sur le processus de publication. Donc, moi, chercheur, une fois que je fais une étude, je vais avoir pour objectif de la publier pour partager les résultats avec la communauté scientifique. Je vais rédiger mon article en suivant le plan que je vous ai décrit. Cet article scientifique, c'est un document Word banal, et je vais l'envoyer à l'éditeur d'une revue scientifique. Une revue scientifique, c'est vraiment accessible uniquement aux experts du domaine. Tout le monde peut lire un article, mais personne en dehors des experts peut vraiment le comprendre. C'est très technique, et moi, si je lis un article en physique nucléaire, je ne vais rien comprendre. Donc cet éditeur, il va avoir pour rôle de dire si l'article est d'une qualité suffisante pour être publié dans sa revue scientifique, entre autres facteurs. Sauf que comme la question est hyper spécialisée, eh bien, il va faire appel à d'autres experts du domaine, et ces experts, eh bien, ce sont des chercheurs, d'autres chercheurs qui travaillent sur la même question. Donc moi, j'évalue régulièrement le travail de certains collègues que je ne connais pas, mais des gens qui travaillent sur les mêmes questions de recherche. Ces experts, ils vont pouvoir décider que l'article, le travail et la rédaction, ça ne va pas, ou alors l'article est intéressant, mais ça manque de précision, il faudrait plus de clarté, donc ils vont pouvoir faire des commentaires, poser des questions, et puis à terme, au bout de cet échange, souvent, ça va aboutir à la validation de l'article, qui va être accepté, puis publié dans une revue scientifique. Une fois que l'article est publié, eh bien, il va être archivé dans des bases de données internationales, accessibles à tous, et ce sont ces bases de données internationales qu'on va mettre à profit pour mettre ensemble toutes les données qui existent sur notre sujet de recherche. Donc, ce qu'on va faire pour essayer de comprendre quelle image se dessine sur notre puzzle, ça va être de mettre ensemble toutes les études. On va comparer les études comparables, on va essayer de récupérer toutes les informations disponibles dans la littérature scientifique grâce à nos bases de données. On fait une requête, on essaye de faire en sorte qu'elle soit vraiment exhaustive, et surtout, on ne va pas laisser l'étude de côté parce qu'elles ne vont pas dans la direction de notre hypothèse. Ça, c'est vraiment important, on ne met pas de côté ce qui ne nous intéresse pas. On doit vraiment tout considérer pour avoir une évaluation objective. Donc, une fois qu'on a récupéré les articles qui nous intéressent, on les lit, et une première façon de faire, ça va être de résumer toutes ces études, d'en faire un résumé, et puis d'en faire, par exemple, dans un premier temps, un commentaire. Donc là, c'est un travail plutôt qualitatif, on appelle ça une revue systématique, et on va dire, on a identifié 30 études qui s'intéressent à la question, certaines montrent qu'il y a une augmentation de risque, d'autres non, et elles ont des limites communes, elles ont des points forts, il faudrait faire ça, ça, ça. Donc c'est vraiment un travail qualitatif. Dans les études épidémiologiques, le lien qu'on peut observer entre le produit d'intérêt et puis la maladie, il est quantifié par un chiffre. Et on a un moyen aussi de mettre ensemble ces chiffres des études épidémiologiques, de les moyenner pour obtenir une indication plutôt quantitative sur le lien moyen. Ça s'appelle une méta-analyse.
Donc, une revue systématique ou une méta-analyse, c'est un travail qui peut être entrepris par une équipe de recherche, par un chercheur. Je peux me dire, aujourd'hui, ça serait bien de travailler sur cette question, donc on va mettre en place un processus. Ça reste très long. Et alors, avant de passer à une recommandation de santé publique, eh bien, on a une étape qui est vraiment primordiale, qui sont les expertises scientifiques collectives. Ces expertises, elles vont avoir pour but d'analyser toutes les études au niveau mondial sur la question qui nous intéresse. Donc les articles, les revues, les méta-analyses, parce que souvent il y en a plusieurs sur un même sujet qui ont été faites à différents moments. Et ces expertises scientifiques collectives, elles sont mises en place par des organismes nationaux, comme l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou l'Institut national du cancer, ou des organismes internationaux, comme le Centre international de recherche sur le cancer. Ces organismes, ils vont faire appel à des experts, à des groupes d'experts nationaux, internationaux, issus de différentes disciplines. Et ces experts, eh bien, ce sont là encore des chercheurs spécialistes du domaine. Ils interviennent à différents endroits. Et on va demander à ces groupes d'experts de suivre une méthodologie clairement définie, qui est publique, qui est très rigoureuse, et d'utiliser cette méthodologie pour conclure sur la question à trancher. Alors, dans le cas du bêta-carotène, eh bien, ce qui est ressorti de ces travaux d'expertise, c'est qu'il fallait distinguer le bêta-carotène qui est présent naturellement dans l'alimentation du bêta-carotène qui se trouve dans les compléments alimentaires. Chez les personnes qui avaient des apports suffisants en fruits et légumes, eh bien, la prise de compléments alimentaires en bêta-carotène n'avait pas de bénéfice. Et en plus, ces compléments alimentaires souvent très fortement dosés par rapport aux quantités présentes dans l'alimentation, pouvaient avoir des effets délétères, en particulier augmenter le risque de certains cancers chez les fumeurs. Alors, parfois, ce travail d'expertise, eh ben, on se rend compte qu'on ne peut pas conclure parce qu'il n'y a pas assez de données ou parce que les données ne sont pas d'une qualité suffisante. Ou alors, on peut conclure de façon certaine qu'il n'y a pas d'incertitude, qu'il n'y a pas d'association. Et là, je vous dis de façon certaine, ça introduit mon prochain, ce que je voulais vous mentionner juste après, c'est que ces travaux d'expertise, ils évaluent aussi le niveau de preuve, le niveau de confiance qu'on a en la conclusion qu'on va tirer. Donc, dans le cadre du bêta-carotène, eh bien, ça a donné une conclusion qui est formulée comme ça. La consommation de compléments alimentaires en bêta-carotène augmente de façon convaincante le risque de cancer chez les fumeurs. Donc ça, c'est le de façon convaincante, ça qualifie vraiment le niveau de preuve. Donc, c'est seulement à partir de ce stade et de ces travaux d'expertise collective qu'on va pouvoir éventuellement formuler une recommandation de santé publique, si le domaine s'y prête. Et pour formuler cette recommandation, il y a encore tout un travail. Là, je ne vais pas vous rentrer dans les détails, mais il faut prendre en compte, il faut essayer de faire une recommandation qui soit précise, claire, concise, compréhensible, et puis tout un travail derrière qui va être de communiquer ces recommandations. Mais là, on sort du domaine de cette présentation. Donc, pour arriver à cette recommandation, il y a vraiment un travail titanesque en amont. Ce travail, il prend des années. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts, et c'est pour ça que la recherche, ça prend du temps. Parfois, il y a besoin de refaire des expertises parce que, au moment où on a fait la première expertise, il n'y avait pas assez de données pour conclure. Donc, les recommandations qui viennent de ces expertises, elles sont susceptibles d'évoluer dans le temps. Et en ce qui concerne spécifiquement le bêta-carotène et les compléments alimentaires, on vous l'a déjà dit, les recommandations sont d'avoir une alimentation équilibrée et diversifiée et d'éviter la prise de compléments alimentaires en dehors des prescriptions médicales, parce que malgré des aspects qui ont l'air intéressants, eh bien, leur bénéfice n'est pas prouvé, ils peuvent même avoir des effets délétères. Donc, je vais conclure sur cette présentation. J'espère que mes explications et les illustrations qui ont été faites par Véronique Maracci de l'INRAE vous ont permis de comprendre et de faire la différence entre une étude individuelle et une recommandation de santé publique. Elles sont souvent relayées dans les médias, mais même une étude individuelle de très bonne qualité, elle n'aura jamais autant de poids qu'une expertise scientifique collective. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Mathilde pour cette brillante présentation, extrêmement claire et effectivement avec des projections, des slides tout à fait ludiques et bien faites de Véronique Maracci qui est directrice de la communication INRAE du site de Jouy-Antony. Merci beaucoup à elle aussi pour sa collaboration. Alors maintenant qu'on a compris comment les chercheurs cherchaient et surtout évaluaient et pouvaient faire des recommandations, vous avez vu que ça prenait un temps fou, parfois des années, et donc on peut estimer que c'est extrêmement sérieux. Eh bien, quelles sont ces fameuses recommandations aujourd'hui, en février 2022 ? Quelles sont les principales recommandations qu'on peut mettre en avant ? Boire, manger, bouger,
Que faut-il savoir? Eh bien, c'est justement ce que Mathilde Touvier va nous dire. Je rappelle que vous êtes directrice de l'équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle affiliée à l'INSERM, l'INRAE et l'Université Sorbonne Paris-Nord et bien sûr membre du réseau NACRE. Mathilde. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, je suis vraiment ravie d'être là. Alors, avec des chiffres un petit peu moins imagés que l'histoire des tours Eiffel de Bernard de tout à l'heure, c'est un petit peu la même idée ici. Simplement pour vous montrer qu'au cours de votre vie, en moyenne, vous allez ingérer à peu près 30 tonnes d'aliments, 50 000 litres de boissons. Donc ça, évidemment, c'est une moyenne. Il y en a certains d'entre vous qui vont manger et boire beaucoup plus, et puis d'autres moins. Mais ça vous montre quand même, effectivement, que toute cette matière organique qui va traverser notre organisme au fil des années, il faut bien la choisir. Ça a un impact sur notre risque de cancer, ça a un impact aussi sur tout le reste de notre santé. Et quand on dit l'alimentation, on parle de nutriments. Vous avez dû, du coup, apprendre protéines, lipides, glucides, vitamines, minéraux, etc. Mais ça nous apporte aussi plein d'autres choses. Dans les plantes, il y a par exemple les polyphénols, on parlait tout à l'heure du resveratrol, il y a aussi des choses qui sont ajoutées volontairement par l'homme, donc des additifs alimentaires par exemple, lors de la fabrication de produits transformés ou ultra transformés. Il y a aussi de l'alcool, évidemment, des choses qui se retrouvent dans les aliments qu'on n'aurait pas forcément envie d'avoir, des pesticides qui viennent des modes de production agricole ou des contaminants qui viennent des emballages. Quand vous chauffez vos barquettes plastiques au micro-ondes, il y a des migrations de certains composés qui viennent dans les aliments, des produits de dégradation, etc., etc. Et donc, cette matière alimentaire qui nous traverse, elle est extrêmement complexe. Il y a les aspects nutritionnels et il y a aussi tout le reste. Alors, quand on parle de cancer, je ne rentrerai pas ici dans les détails, mais simplement pour vous montrer juste un petit peu comment ça marche et vous dire que ces facteurs nutritionnels dont on parle, ils agissent à toutes les étapes. Certains dans un sens de protecteur sur ces mécanismes et d'autres dans un sens délétère. En fait, un cancer, c'est la résultante de phénomènes majeurs, en fait, des altérations génétiques, des mutations qui vont se produire, et également finalement des dérégulations du fonctionnement de nos cellules et finalement un dépassement de l'organisme par rapport à tout ça. Il faut savoir que des mutations, il s'en produit tout le temps. Des agressions de la part d'agents cancérigènes qui peuvent venir de l'alimentation, de la pollution, du tabac, etc. C'est en permanence. Notre organisme est bien armé et a l'habitude de se défendre contre ces agressions. Et donc, des réparations de ces mutations ou de ces problèmes, c'est vraiment quelque chose qui se produit en permanence dans notre organisme. Le cancer survient lorsque, finalement, notre organisme est dépassé, que ces mutations ou ces agressions sont trop nombreuses, et qu'il y a, donc, dans cette phase d'initiation, une mauvaise détoxication et puis des mécanismes de réparation qui ne sont pas assez efficaces et du coup, les anomalies prennent le dessus. Il y a ensuite la phase de promotion où finalement ces cellules anormales, ces cellules cancéreuses commencent à se multiplier d'une manière qui échappe au système de régulation de l'organisme. Et puis, normalement, lorsqu'une cellule dysfonctionne, marche mal dans l'organisme, elle est programmée pour se tuer elle-même, pour se suicider. Donc, c'est la mort cellulaire qu'on appelle aussi apoptose. Eh bien, ce phénomène-là aussi ne marche plus chez les cellules cancéreuses qui se multiplient sans régulation. Et puis, on a ensuite la progression où finalement le tissu cancéreux se développe, des vaisseaux sanguins viennent l'irriguer et les cellules cancéreuses vont passer dans la circulation par le sang ou par la lymphe et aller coloniser d'autres parties de l'organisme. C'est ce qu'on appelle les métastases. Donc, simplement pour vous rappeler un peu le processus global et vous dire que certains facteurs véhiculés par notre alimentation vont jouer un rôle d'agresseur et donc va encourager ces phénomènes-là, et d'autres, au contraire, vont jouer un rôle sur la détoxication, la réparation et un rôle, du coup, protecteur. Alors, on a dans l'alimentation et dans les cancers, de manière plus générale, les cancers, ce sont des maladies qu'on dit multifactorielles. Comme son nom l'indique, une multitude de facteurs influencent notre risque de développer un jour un cancer. C'est vrai aussi, on parle des cancers aujourd'hui, mais c'est vrai aussi sur les maladies cardiovasculaires, sur le diabète, sur tout un tas de maladies chroniques. Et donc, dans ces facteurs multiples, on a des facteurs qui ne sont pas modifiables. L'âge, par exemple, plus on va vieillir, plus on risque d'avoir des maladies comme des cancers, maladies cardiovasculaires, etc. Et ça,
Il n'existe pas. Si vous voyez des produits miracles anti-âge sur Internet et qui nous empêchent de vieillir, c'est une fake news. Donc, on ne peut pas faire grand-chose là-dessus. Ça, ce n'est pas un facteur qu'on peut modifier. Pareil, dans notre patrimoine génétique, on n'est pas tous égaux face au risque de cancer. Il y a certaines mutations qui vont prédisposer à plus ou moins de risques de cancer. Donc ça, c'est évidemment très intéressant pour nous, chercheurs, de connaître ces facteurs génétiques ou ces facteurs non modifiables pour comprendre comment marche la maladie, pour comprendre qui sont les personnes à risque, mais on ne peut pas faire grand-chose au niveau individuel pour changer ça. L'intérêt, c'est vraiment, pour nous, là, aujourd'hui, de s'intéresser aux facteurs de risque modifiables sur lesquels on peut agir, nous, en tant qu'individus, vous, avec les choix que vous faites au quotidien, sur votre alimentation, sur votre mode de vie, et aussi au niveau, ensuite, des politiques de santé publique et de ce qu'on va pouvoir mettre en œuvre comme environnement pour la population pour limiter ces facteurs de risque modifiables. Donc là, on a évidemment plein de facteurs, j'y reviendrai après, mais l'alimentation, la nutrition et l'activité physique font vraiment partie des facteurs sur lesquels on peut agir. Bon, ça, je ne reviens pas là-dessus, c'est vraiment l'objet de la présentation aujourd'hui. Multitude d'informations. L'idée, c'est vraiment comment choisir les bonnes informations. Et donc, les facteurs que je vais vous présenter après, certains facteurs protecteurs, d'autres facteurs de risque, sont vraiment ceux sur lesquels il y a eu énormément de recherches, avec une démarche scientifique rigoureuse, comme vient de vous le montrer de manière extrêmement pédagogique Mathilde Hiss. C'était vraiment très, très, très bien fait. Ça vous montre le travail colossal qu'il y a derrière. Et ce qu'on vous montre aujourd'hui, c'est vraiment issu d'une très grosse quantité de recherche, d'expertise collective, etc. Donc, pour reprendre par rapport à ce que vient de vous expliquer Mathilde, dans le domaine nutrition-cancer, on a la chance d'avoir 2 organismes, notamment au niveau international, des organismes extrêmement sérieux qui se chargent de ces expertises collectives, qui font la synthèse dès qu'une nouvelle étude va sortir sur des relations entre un facteur nutritionnel donné et un risque de cancer. Elles vont être enregistrées dans leur base de données et ils vont réaliser ces fameuses méta-analyses, donc ces résumés chiffrés finalement des liens entre un facteur nutritionnel donné et une localisation de cancer. Et donc on a notamment l'Organisation mondiale de la santé avec le Centre international de recherche contre le cancer. Vous avez vu tout à l'heure un exemple de communiqué de ce centre-là, donc extrêmement sérieux, qui va s'intéresser plutôt aux molécules potentiellement ou aux facteurs potentiellement cancérigènes. Et puis, on a également un autre organisme qui s'appelle le WCRF, le World Cancer Research Fund, qui, là aussi, s'intéresse à tous les facteurs nutritionnels, y compris l'activité physique, potentiellement en lien avec les risques de cancer. Et donc, grâce à ces 2 instituts, on dispose en temps réel, finalement, puisque les connaissances sont remises à jour, les expertises sont remises à jour régulièrement, on dispose de l'état des lieux des connaissances. Alors là, c'est tout petit. L'idée, c'est pas que vous voyez précisément les colonnes. C'est plus pour vous montrer un petit peu la philosophie de ces expertises. Là, l'idée, vous avez les lignes ici, ce sont les localisations de cancer, puisqu'on peut avoir un cancer à différents organes dans le corps. Et puis, les colonnes, ce sont les facteurs nutritionnels. Donc cette matrice-là, ce tableau à double entrée, vous le trouvez sur Internet si vous voulez le détail, mais je vais de toute façon revenir après sur chacun des facteurs vraiment importants pour lesquels on a des preuves scientifiques. Et donc, vous voyez ici, ce qui est intéressant visuellement, c'est quand même toutes les cases qui sont encore violettes, pas remplies. Ce sont tout ce qu'on ne sait pas encore, c'est-à-dire tous les liens pour lesquels on n'a pas encore assez d'informations pour affirmer est-ce que oui ou non il y a un impact sur le cancer en question. Plus on est dans des couleurs chaudes, donc le orange jusqu'au rouge, plus on est sur des facteurs délétères, c'est-à-dire qui vont augmenter le risque de cancer. Et plus c'est foncé, donc plus c'est rouge, plus le niveau de preuve est élevé. Et puis, à l'inverse, le vert ici, et donc plus on est vert foncé, plus ce sont des facteurs protecteurs vis-à-vis du risque de cancer. Donc voilà, on a aussi fait ce travail-là au niveau français avec l'Institut national du cancer en se focalisant sur les facteurs nutritionnels les plus intéressants pour la population française d'après nos modes de vie, nos consommations. Donc si on les prend un par un, alors vous avez déjà eu pas mal de pistes avec la présentation de Vanessa tout à l'heure et puis de Mathilde. Au fil du temps, vous avez vu un petit peu se dessiner les facteurs dont on va vous parler, mais je vous les reprends ici de manière synthétique. Premier groupe d'aliments pour lesquels on a des niveaux de preuve forts dans la prévention des cancers, ce sont les fruits et légumes.
Alors, ces fruits et légumes, ils vont nous aider à prévenir. Prévenir, hein, ça veut dire éviter, voilà, éviter que se développe un cancer, au niveau des voies aérodigestives, donc finalement par là où passent les aliments et puis les voies aussi respiratoires, donc bouche, pharynx, larynx, nasopharynx, l'œsophage, les poumons, l'estomac et le côlon et rectum. Ces fiches-là, je vais vous montrer, vous allez voir une diapo, un groupe d'aliments ou un facteur nutritionnel. Elles sont toutes faites un petit peu de la même manière. Là-bas, vous avez les cancers sur lesquels le facteur nutritionnel agit. Vous avez au milieu la définition, qu'est-ce qu'on entend par fruits et légumes. Bon, ça, c'est assez évident. Je pense que vous voyez ce qu'on entend. Mais ce qui est peut-être un peu moins, c'est quand on dit une portion de fruits et légumes, on parle de 80 à 100 grammes. Et donc, quand on dit cette fameuse recommandation que maintenant, je pense, tout le monde connaît, c'est celle qui est la mieux connue du Programme national nutrition santé, c'est le au moins 5 portions de fruits et légumes par jour. Eh ben, c'est pas un petit brin de persil ou c'est pas 1 kilo de légumes par portion non plus. C'est voilà, une portion, c'est 80 grammes. 80-100 grammes. Et donc, du coup, l'idée, c'est d'essayer d'atteindre au global, on va dire 400-500 grammes par jour. Ça peut paraître beaucoup comme ça, ou je ne sais pas si ça vous paraît beaucoup, mais ce n'est pas tant que ça. L'idée, ce n'est pas que vous sortiez de là en pesant tous vos aliments, et puis voilà, il ne faut surtout pas psychoter, il faut rester vraiment très naturel et sain par rapport à l'alimentation spontanée. Mais si vous voulez vous amuser peut-être comme ça une fois à peser, vous allez voir que si vous mangez déjà une pomme, déjà c'est, on va dire, 120 grammes, quelque chose comme ça. Donc vous avez déjà, c'est pas si compliqué que ça d'atteindre les 400 grammes par jour, et vous pouvez vraiment y arriver. Ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que pour ceux qui sont à zéro, et je suis sûre qu'il y en a ici, et pour vous déculpabiliser, regardez, dans la population française, il y a presque 60%, là, 58%, qui mangent moins de 5 portions de fruits et légumes par jour. Donc voilà, si vous n'y êtes pas encore, ne désespérez pas. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a une relation dose-réponse protectrice. Donc, si vous passez de 0 à 1, déjà, vous aurez un bénéfice dans la protection des cancers. Si vous passez de 1 à 2, vous augmentez votre bénéfice. Donc, l'idée, ce n'est pas de se dire, bon, 5, j'y arriverai jamais, donc je laisse tomber. C'est d'augmenter un petit peu et de tendre vers cette recommandation. Et vous aurez un gain pour la santé. Et là encore, je parle de cancer aujourd'hui, mais c'est vrai pour les maladies cardiovasculaires, c'est vrai évidemment aussi pour le poids corporel, pour prévenir l'obésité, etc. Donc, c'est vrai pour beaucoup d'autres maladies. Donc voilà pour les fruits et légumes. Et puis attention au jus de fruits, qui est assez populaire pour avoir un fils ado. Je vois bien le problème des jus de fruits. Ça a bonne presse aussi, donc si vous cherchez sur Internet, etc., c'est plutôt une image santé, les jus de fruits. Certes, ça contient des vitamines, donc c'est quand même mieux qu'un soda de ce point de vue-là, mais c'est autant de grammes de sucre au 100 ml qu'un soda, donc c'est quand même 10 grammes de sucre au 100 ml, donc pas plus d'un verre par jour, vraiment, et il vaut mieux essayer de consommer le fruit entier plutôt que les jus de fruits. Alors, autre facteur qui est lié, ce sont les fibres alimentaires qui protègent contre le cancer colorectal, le cancer du côlon, et ces fibres alimentaires, on les trouve notamment dans les fruits et légumes, mais on les trouve aussi dans les produits céréaliers complets, donc le pain complet ou aux céréales, la semoule complète, le riz complet, les pâtes complètes, et puis aussi dans les légumes secs. Donc les légumes secs, ce sont tout ce qui est les pois chiches, lentilles, les haricots rouges, haricots blancs, par exemple, et qui sont non seulement riches en fibres, mais qui sont aussi riches en protéines végétales. Et vous savez que l'idée, donc c'est de faire du bien à notre santé à nous, de faire aussi du bien à la santé de la planète, et que pour ça, on essaye de limiter un petit peu notre consommation de produits animaux, de viande. J'y reviendrai aussi après, ça a une pertinence pour le cancer. Et donc, ces légumes secs sont aussi source de bonnes protéines. Il n'y en a pas que dans la viande, des protéines, et qui sont intéressantes pour notre santé, pour les fibres qui vont avec aussi, et puis pour la santé de la planète. Et donc là, l'idée de ces produits céréaliers, c'est d'essayer d'en consommer une fois par jour au moins. 2 fois par semaine des légumes secs, et puis toujours nos 5 portions par jour de fruits et légumes. Avec ça, on aura nos apports en fibres, et vous voyez que c'est loin d'être gagné encore pour la population française. Il faudrait en avoir 25 à 30 grammes par jour, normalement, des fibres, et il y en a 87% qui n'atteignent pas encore les 25 grammes. Donc on a une bonne marge de progression sur ce critère-là. Alors les produits laitiers, Vanessa vous l'a vraiment bien présenté tout à l'heure. On est ici dans un niveau de preuve probable pour la protection du cancer colorectal. Donc non, les produits laitiers ne donnent pas le cancer.
En revanche, effectivement, l'idée, c'est pas comme tout à l'heure, si vous voyez la nuance, les fruits et légumes, je vous disais au moins 5 portions par jour. Si vous en prenez 6 ou 7, super, pas de problème. J'ai oublié de préciser quelque chose puisqu'il y a eu un petit point tout à l'heure par rapport au bio. Quelque chose d'important sur les produits végétaux, donc les fruits et légumes, les légumineuses, etc. On ne sait pas encore avec un niveau de preuve totalement certain si consommer bio réduit le risque de cancer. Mais on commence à avoir de plus en plus d'études qui montrent que bio serait inversement associé au risque de cancer, qui montrent des liens entre exposition aux pesticides via l'alimentation et risque de cancer. Donc on en est, par rapport à l'iceberg que vous montrez Mathilde tout à l'heure, on n'en est pas encore avec expertise collective, etc., qui avec un niveau de preuve très fort, mais on est suffisamment fort quand même pour que, officiellement, dans les recommandations du Programme national nutrition santé, le Santé publique France vous recommande de manger plutôt bio quand c'est possible. Donc on en est quand même sur suffisamment d'études qui s'accumulent pour dire qu'il vaut mieux, en tout cas par principe de précaution, choisir les produits végétaux bio quand on a la possibilité. Donc, si je reviens en tout cas aux produits laitiers, on n'est pas dans le au moins 5 par jour, au moins, etc. On en est à 2 par jour chez l'adulte. Comme disait Vanessa, attention, chez les ados, dont vous faites encore partie pour quelques temps, et puis chez aussi les personnes plus âgées, on est plus à 3 ou 4, parce qu'il y a toute la problématique évidemment de la croissance des os, et puis après de l'ostéoporose. Mais on n'est pas sur un à volonté, puisque une surconsommation vraiment trop élevée, là oui, pourrait entraîner des risques, que ce soit de cancer ou potentiellement d'autres risques pour la santé. Donc quand on parle de portions ici, on s'intéresse au lait, au yaourt, au fromage, donc environ 150 ml de lait, 125 grammes de yaourt, bon ça c'est un yaourt standard quoi, et puis une portion de 30 grammes de fromage, le camembert de la cantine, c'est une portion de produits laitiers. Voilà, et l'idée c'est de les varier si possible. Autre facteur protecteur, l'activité physique, puisqu'on vous parle beaucoup d'alimentation depuis ce matin, mais quand on prononce nous le terme nutrition, ça englobe à la fois les aliments, l'alimentation, mais aussi les dépenses finalement énergétiques et donc l'activité physique et la sédentarité. Et donc l'activité physique protège contre le cancer du sein, cancer du côlon, cancer de l'endomètre, avec des recommandations qui sont autour de 30 minutes par jour d'activité physique dynamique au minimum, et puis limiter la sédentarité. C'est deux choses différentes, c'est-à-dire vous pouvez pratiquer, mettons, 1 heure ou 2 heures par jour un sport de manière intense, donc vous serez considéré comme très actif physiquement, mais si le reste des 24 heures vous êtes assis dans votre fauteuil sur TikTok, ça compte aussi comme très sédentaire. Donc du coup, il faut aussi essayer de bouger le plus possible et d'inclure des petites touches d'activité physique dans notre quotidien, prendre les escaliers au lieu des escalators, essayer d'aller au lycée ou au travail, en vélo, à pied, etc. etc. Donc voilà, essayez d'instiller un peu d'activité physique le plus que vous pouvez au quotidien. Et donc vous voyez ici encore pas mal de citoyens qui n'atteignent pas ces recommandations, j'en fais partie, donc il n'y a absolument rien de culpabilisant dans ces... On sait tous les points qu'on a à travailler pour essayer de mieux tendre vers les recommandations. Dans les facteurs délétères, viande rouge et charcuterie, vous avez peut-être entendu parler de ça. On a vraiment un niveau de preuve fort maintenant qui nous montre que ces consommations-là excessives entraînent une augmentation de risque de cancer colorectal. Et donc, ce qu'on entend par viande rouge, ce sont toutes les viandes finalement hors volaille, pour simplifier. Donc, viande de bœuf, de porc, veau aussi, même si le veau c'est blanc, en fait, ça fait partie des viandes rouges aussi. Viande d'agneau, cheval, etc. Bon. Et puis, les charcuteries, ce sont toutes les charcuteries, y compris le jambon blanc, qui fait partie de ce groupe charcuterie, mais qui est quand même un petit peu moins pire, c'est-à-dire en termes de teneur en sel, etc. Donc, quitte à choisir des charcuteries, celle-ci, c'est celle à privilégier. Mais en tout cas... dans les viandes, on peut en manger. Hein, l'idée, les recommandations officielles ne sont pas de devenir végétarien ou d'éliminer tous les produits animaux, mais il faut limiter cette recommandation. Pas plus de 500 grammes de viande rouge par semaine et pas plus de 150 grammes de charcuterie par semaine. Et donc là, vous voyez aussi pas mal de personnes en France, notamment sur les charcuteries, 63%, qui sont au-delà de cette recommandation.
Les compléments alimentaires, je n'y reviendrai pas, ça a été vraiment merveilleusement bien montré comme exemple au fil de la présentation de Mathilde Hiss. Et donc, grâce à ces études, on a pu montrer que ces consommations de compléments alimentaires bêta-carotène à forte dose augmentaient le risque de cancer, notamment du poumon et aussi potentiellement de cancer de l'estomac. Et donc qu'il fallait éviter de les consommer et de manière générale éviter de consommer des compléments alimentaires puisqu'on n'en a pas besoin pour couvrir nos besoins. C'est quand même quelque chose qui est très important puisque c'est très séduisant. Vous allez déjà, là moi chez mon pharmacien, je lutte à chaque fois pour ne pas repartir avec la vitamine C qu'il essaye de me mettre dans les mains à chaque fois que je vais le voir pour autre chose. On n'a pas besoin de ça. Vous mangez une orange, un kiwi ou bien autre chose si vous n'aimez pas ça. Vous avez déjà tous vos apports, 110 mg par jour de vitamine C, ils sont couverts par ça. Donc vous n'avez pas besoin de ça. Vous mangez équilibré. Essayez de mettre l'effort là-dessus plutôt que de dépenser des sous sur des choses qui non seulement ne sont pas utiles, mais en plus potentiellement pourraient entraîner des risques pour la santé. Le sel augmente le risque de cancer de l'estomac. Attention, le sel, on peut penser évidemment au sel quand on sale dans notre assiette, donc ne pas ressaler avant d'avoir goûté. Il y a des personnes, même sans avoir goûté, ils pensent que c'est pas assez salé, ils ressalent. Donc ça, c'est vrai que c'est pas un réflexe à adopter. Quand vous cuisinez vous-même, évitez d'avoir la main trop lourde sur la salière. Mais le sel, ce qui est piégeux, c'est qu'on le trouve surtout, les plus gros apports, ce sont dans les aliments qui sont transformés, que vous achetez déjà tout prêt, et qui sont de gros vecteurs de sel, donc tout ce qui est plat préparé, etc. Bon, les fromages, la charcuterie, le pain aussi. Attention à tout ça. Si vous consommez du sel, privilégiez le sel iodé, la salière que vous avez à la maison, plutôt sel iodé. Et vous voyez ici qu'en France, on est des trop gros consommateurs de sel, 79% qui sont au-delà de 6 grammes par jour recommandés. Donc, essayez de diminuer ça, d'autant que ça joue aussi sur d'autres problèmes, notamment au niveau cardiovasculaire. L'alcool, facteur de risque de cancer, on l'a déjà vu aussi avec les exemples précédents. Aucune ambiguïté. Si quelqu'un essaye de vous vendre effectivement que mais il y a quand même des polyphénols, il y a quand même du resveratrol, c'est quand même bien. Non. Pour le cancer, il n'y a pas de discussion. Dès 1 verre par jour, en moyenne, on a déjà une augmentation de risque de cancer de plein de localisations, donc bouche, pharynx, larynx, l'œsophage, le cancer du sein aussi, cancer du foie, de l'estomac et cancer colorectal. Donc il n'y a pas photo, il n'y a pas de discussion. Je vous ai mis ici les équivalents. Ce qui compte, c'est le grammage d'alcool finalement. Donc entre un ballon de vin rouge, on a autant de molécules d'éthanol que dans 25 centilitres de bière, etc. Et on a une relation, là aussi, dose-effet, c'est-à-dire que plus on augmente, plus le risque de cancer, de ces cancers augmente. Donc on est assez consommateur en France avec toute cette tradition et ces discours autour du vin. Encore une fois de temps en temps, de manière occasionnelle et festive, il n'y a pas de problème. Au quotidien, comme ça, sur les risques de cancer, on sait que ça augmente les risques. Donc les recommandations officielles, c'est chez les adultes, parce que pour vous, c'est 0. Voilà, chez les adultes, c'est pas plus de 10 verres standards par semaine, pas plus de 2 verres par jour les jours où on en consomme, et puis alterner avec des jours sans consommation. Donc le surpoids et l'obésité, là aussi, facteur de risque de cancer, de plein de localisations. Je ne vais pas vous les lister, elles sont toutes ici sur la diapositive. Alors là, ce qui est un petit peu compliqué, c'est qu'on n'est pas tous égaux face au surpoids et à l'obésité. C'est-à-dire qu'il y a des facteurs génétiques qui prédisposent au surpoids et à l'obésité. Tout le monde ne réagira pas de la même manière avec la même quantité de calories consommées. Mais il y a quand même une manière d'agir avec notre alimentation et notre activité physique pour limiter le surpoids et l'obésité. Vous connaissez, j'imagine, tous à votre stade d'étude l'indice de masse corporelle. Donc la manière de le calculer, le poids divisé par la taille exprimée en mètres élevé au carré. Et donc on essaye d'avoir un IMC entre 18,5 et 25 kg par mètre carré, avec ce sur quoi on peut agir à notre niveau sur l'activité physique, la consommation de fruits et légumes, d'aliments contenant des fibres, etc. etc. J'avance parce que Juliette me fait signe que c'est bientôt fini. Là, c'est le bilan, mais ça reprend ce que je vous ai dit là, donc je passe rapidement.
Je voulais vous montrer aussi que ça, c'est les conclusions auxquelles on est arrivé en France, mais on est très cohérent avec tout ce qui se dit au niveau international, hein, dans les différents pays. On a à peu près les mêmes facteurs qui sont mis en avant pour la prévention des cancers ici. Hop, je passe ici. Je voulais aussi vous rappeler, parce qu'on parle de l'alimentation, c'est très important, mais regardez la hiérarchie des cancers en France selon les facteurs de risque. C'est-à-dire, en gros, sur le total des cancers en France, lesquels sont dus à des facteurs qu'on pourrait éviter, qu'on pourrait modifier avec notre comportement. Regardez celui qui ressort en premier ici, c'est le tabac. Donc ça, ce n'était pas le sujet du jour, mais on ne peut pas faire une présentation prévention cancer, surtout à des ados ou jeunes adultes, sans parler du tabac. Vous voyez ici qu'on a presque 20% des cas qui pourraient être évités sans tabac en France. C'est quand même très dommage d'avoir encore ça de nos jours. Je vous montre ici, pour les aspects alimentaires, vous voyez qu'il y a à peu près 40% des cancers en France qu'on pourrait éviter en modifiant nos comportements. Premier facteur, le tabac, mais le deuxième, l'alcool. Ensuite, alimentation déséquilibrée, le surpoids et l'obésité. On a aussi dans le top 10 des facteurs l'activité physique, l'allaitement aussi, le fait d'allaiter. On n'en a pas parlé là, mais c'est protecteur pour votre bébé, évidemment, pour les femmes qui choisiront d'allaiter dans quelques temps. Et c'est aussi protecteur pour la femme qui allaite vis-à-vis du risque de cancer du sein. Voilà pour vous montrer l'impact qu'on peut avoir en prévention sur nos risques de cancer. Les recommandations du Programme national nutrition santé, hein, puisqu'on prévient les cancers, mais on prévient aussi le reste des maladies. Donc ça, ce sont les recommandations de manière plus large. Je vous ai mis ça là, mais vous le retrouvez en ligne gratuitement, tout ça. Hein, ce sont les recommandations officielles. Elles sont aussi déclinées pour les ados. Et donc, vous voyez, la plupart des choses, c'est pareil ado-adulte, mais il y a des spécificités pour les produits laitiers, par exemple. Donc, voilà, selon la tranche d'âge, vous pouvez avoir accès à ces infos. Juste un petit mot. Une fois qu'on a dit tout ça, c'est facile à dire, moins facile à faire. Pareil au niveau des choix alimentaires. Quand on se retrouve à vouloir choisir une pizza, alors il vaut mieux la faire maison, mais si vous voulez une pizza industrielle, que vous vous demandez laquelle est la moins pire pour sa santé et que vous tournez l'emballage, vous voyez ça, vous ne savez pas très bien mieux comment choisir vos aliments. Et donc, c'est pour ça qu'on a mis en place le Nutri-Score. Et donc, n'hésitez pas réellement à faire appel à ce Nutri-Score, à regarder ça dès que vous le détectez sur les emballages. Un logo à 5 lettres, 5 couleurs. En un coup d'œil, vous voyez la qualité nutritionnelle de l'aliment. Plus c'est vers le vert, mieux c'est. Plus c'est vers le rouge, moins bien c'est. Et ça intègre les facteurs dont je vous parlais tout à l'heure, sur les fibres, sur le sel, le sucre, etc. C'est calculé là-dessus et comme ça, vous avez en un coup d'œil, vous n'avez pas besoin de décrypter pendant 3 heures les tableaux nutritionnels incompréhensibles. Ça vous aide à prévenir les cancers, à garder la ligne, à prévenir les maladies, etc. etc. Et vu que ce n'est pas encore sur tous les emballages, vous scannez les applications nutritionnelles pour ceux qui sont fans. On vous recommande celle-ci, Open Food Facts, application gratuite. Vous scannez les aliments, ça vous donne le Nutri-Score, ça vous donne aussi la présence d'additifs alimentaires, par exemple. Ça vous donne tout un tas, évidemment, la liste d'ingrédients et tout, pour ceux qui veulent aller plus loin. Mais donc, application super utile pour guider ses choix au quotidien. Moi, je voulais juste vous faire un petit mot, je passe très vite, sur le fait que si vous avez 15 ans et plus, ce qui est le cas, je pense, pour beaucoup d'entre vous là, aujourd'hui, vous pouvez aider la recherche et participer à toute cette recherche dont vous a parlé Mathilde tout à l'heure. On a une étude qui s'appelle Nutrinet Santé, qu'on pilote au laboratoire, qui réunit déjà plus de 171 000 participants. Alors là, j'ai marqué adultes, mais maintenant, c'est vraiment à partir de 15 ans. Et donc, c'est une étude qui se déroule uniquement sur Internet. Et donc, vous remplissez des questionnaires sur votre alimentation, votre activité physique, votre mode de vie. Les participants sont suivis dans le temps et ça nous permet de faire des liens justement entre ces comportements alimentaires et puis le développement de différentes maladies et l'état de santé. Donc c'est vraiment accessible sur tablette, smartphone, etc. C'est très, très facile d'accès. Vous voyez des photos, vous cochez quelle portion vous avez mangé, etc. Et ça fait vraiment progresser la recherche. C'est ce qui nous a permis de mettre en place le Nutri-Score qui a été créé par notre équipe. Nous a permis de voir les liens aussi entre aliments ultra-transformés, risques pour la santé, et puis ce qui nous permet de faire avancer les connaissances sur bio, pesticides, etc. et risques pour les cancers ou les autres problèmes de santé. Donc n'hésitez pas. Vous l'avez compris aussi, le réseau NACRE, nutrition, activité physique, cancer, recherche, c'est vraiment le réseau qui vous donne des informations validées en nutrition santé. Donc il y a un site internet qui est très bien fait.
Vous allez pouvoir trouver plein de documents. Tout ce que je vous ai présenté là aujourd'hui, vous le retrouvez, toutes les fiches par aliment, facteurs de risque, etc. Tout est en ligne. Vous pouvez même commander des documents, etc. Enfin, tout est vraiment facile d'accès. Et les informations sont vraiment celles issues des expertises collectives, validées, etc. Donc voilà, pour les documents que vous pouvez trouver sur le réseau NACRE. Et puis, évidemment, sur le site mangerbouger.fr, qui est le site du Programme national nutrition santé. N'hésitez pas aussi. Il y a même de la fabrique à menus qui peut vous aider à programmer vos menus de la semaine. Si vous voulez, pour ceux qui sont déjà à faire les courses, ou etc., vous fabriquez vos menus en adéquation avec les recommandations pour être en bonne santé. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Beaucoup Mathilde, merci infiniment Mathilde pour cette superbe présentation. Là on est armé, hein, on a tout ce qu'il faut. Avant d'en arriver aux questions, je demande à Maya à nouveau de me rejoindre, Maya Piquion. Je rappelle que vous êtes la chef de service de la Cité de la Santé, donc c'est vous qui nous accueillez ici, notamment dans cet auditorium. Et tout ce qu'on vient de voir, tout ce qu'on vient d'entendre, on peut aussi le trouver, on peut même approfondir ces questions grâce aux ressources de la Cité de la Santé. Alors d'abord, pourquoi avez-vous mis au point, pourquoi est-ce qu'on a décidé de créer une Cité de la Santé ? Au tout début, il faut savoir que dès que l'établissement a été créé, la Cité des sciences et de l'industrie, donc en 1986, il y avait déjà une bibliothèque, qui était une médiathèque à l'époque, et il y avait ce souhait, cette volonté, cette ambition de rendre l'information en santé accessible à tous les citoyens, à une époque où Internet n'existait pas, je le rappelle. Donc, du coup, il y avait un fonds documentaire très riche et très novateur en médecine santé. Et au début des années 2000, donc fin 2001, début 2002, on a du coup 20 ans cette année, a été créée la Cité de la Santé, avec la volonté d'enrichir l'offre documentaire de départ par toute une gamme de services qui ont été apportés par des partenaires associés, experts, chacun dans leur domaine différent. Donc nous avons créé une véritable cité de services avec, si vous voulez, comme une sorte de plateforme multipartenariale où tous les partenaires sont venus apporter chacun, alors soit des compétences en matière de, par exemple, de conseils individuels dans le cadre de permanence, j'y reviendrai, ou des animations ou des conférences comme aujourd'hui. Alors, l'offre que vous pouvez, par exemple, ici, on a pas mal de lycéens notamment. Comment est-ce qu'ils peuvent venir? Comment est-ce qu'ils peuvent accéder à vos contenus? Quelle est l'offre globale de la Cité? Alors, d'abord, on est accessible à tous les publics, quel que soit l'âge, l'origine, etc. Donc, aussi bien aux ados à partir de 14 ans, aux adultes, aux seniors, aux lycéens et étudiants, notamment dans le domaine paramédical, aux professionnels de santé ou aux enseignants. On est aussi évidemment ouvert aux patients et aux proches, aux familles de patients, également aux associations de patients. Et il faut vraiment que chacun se sente le bienvenu et soit en capacité de trouver des réponses individualisées à ces questions de santé. L'idée, c'est de fournir des outils aux visiteurs pour qu'ils soient, comme on l'a vu ce matin, en capacité de décoder l'information, de trouver des informations fiables, scientifiquement prouvées, et de se faire sa propre opinion, de devenir acteur de sa santé. Alors, on a toute une gamme d'offres, alors à commencer par l'offre documentaire dont je parlais. Donc, vous pouvez venir sur place. On est situé au niveau -1 de la bibliothèque, à l'entrée. Et donc, vous pouvez trouver toute une offre de livres, de revues spécialisées. Également, il y a un fonds ado destiné, avec des bandes dessinées ou des romans. Hein, même, il y a des bandes dessinées pour adultes. Nous avons également des brochures et tout un tas aussi de ressources en ligne, notamment des bases de données assez importantes. En plus de cette offre documentaire, vous allez pouvoir avoir un accompagnement individuel dans le cadre de permanence, assuré donc par des partenaires dont je parlais tout à l'heure. Et puis, nous accueillons des groupes. Alors, des groupes comme aujourd'hui qui peuvent venir faire une visite de la Cité de la Santé. Je sais que certains d'entre vous sont déjà venus à plusieurs reprises. Donc, on peut vous faire visiter nos espaces et nos ressources, vous initier à la recherche documentaire avec des bibliothécaires
donc qui sont spécialisés sur l'information en santé. Et puis, des partenaires vont pouvoir enrichir, pareil, cette visite en vous proposant une animation thématique. Alors, ça peut être sur la nutrition, comme aujourd'hui, sur l'éducation à la sexualité, sur le sommeil, sur la découverte de métiers liés à la santé, etc. En plus de ces animations thématiques, nous avons des événements, comme aujourd'hui, sous forme de conférences, de journées d'études, de colloques, également des fois des événements qui se déroulent sur plusieurs jours ou plusieurs semaines, comme dans le cadre du mois sans tabac, où certains d'entre vous ont participé à un escape game sur le tabac qui était assuré par la Ligue contre le cancer. Voilà, toute une palette. Et puis, nous avons également des offres en ligne. On a créé en 2008 un service qui s'intitule Questions Santé. C'est un service de réponse documentaire en ligne où, sous 72 heures, vous pouvez avoir une réponse à vos questions qui sera sourcée, documentée, là aussi, par des documentalistes spécialisés dans l'information en santé. Et je vous invite à consulter notre portail, notre site internet, où vous allez pouvoir justement retrouver tout un tas d'informations qui vont pouvoir enrichir ce que vous avez appris ce matin, et notamment toute une rubrique qui a été construite par nos bibliothécaires sur la recherche documentaire en santé, pour vous aider justement à repérer toute une sélection de sites pertinents et là encore avoir des outils pour mieux décoder l'information. Merci Maya, merci beaucoup pour tous ces renseignements-là. Ça donne envie, donc c'est au moins un. Vous pouvez revenir avec vos classes et on peut aller découvrir toutes ces ressources ou bien aller en ligne sur le site dont vous venez de parler. C'est formidable. Merci encore pour votre accueil. Combien de temps prennent les études au final selon le type d'étude? Alors Mathilde. Alors, en fait, le temps que prend une étude dépend de ce qu'on étudie. Donc, globalement, pour les études animales, où les animaux ils ont une espérance de vie moins longue, ça prend moins de temps que pour les études épidémiologiques. Moi, ce que je connais, c'est les études épidémiologiques, et là, ça dépend du type d'étude. Quand on parle d'une étude de cohorte où on étudie le cancer, qui est une maladie qui se développe vraiment sur plusieurs années, il faut attendre d'avoir suffisamment de recul, donc au moins plusieurs années, et ça dépend aussi du nombre de personnes qu'on a dans nos études. Après, si on s'intéresse à un cancer qui est très rare, il y a aussi d'autres façons de faire. On peut, dans un premier temps, essayer de recruter des gens qui ont déjà cette maladie, des gens qui sont en bonne santé, et comparer ces groupes, par exemple. Ça dépend vraiment de la fréquence du cancer auquel on s'intéresse. Mais les études, ça dépend aussi du temps qu'on met à recruter les volontaires. Par exemple, pour l'étude Nutrinet, il y a déjà tout un temps où on recrute les participants. Et ensuite, il y a le temps de suivre l'évolution de leur état de santé. Donc ça s'étale ça peut être sur des dizaines d'années dans les études de cohorte. On peut être volontaire aussi. On peut demander à son médecin, est-ce qu'on peut bénéficier d'une étude clinique, par exemple? Alors, quand on parle des études cliniques, là, on est plus chez les personnes qui sont malades, déjà. Pour les études chez les personnes en bonne santé, soit effectivement le médecin peut être au courant d'études et proposer de participer, sinon soi-même on peut aller faire la démarche de regarder ou être contacté par... Enfin, il y a différentes façons de rentrer dans une étude épidémiologique. Donc il y a soit volontairement, dans tous les cas c'est volontairement, mais après on peut être contacté par exemple par sa mutuelle, par son travail. Il y a vraiment différentes façons de faire. Bernard, d'autres questions? Je vais faire remonter une question en ligne. Est-ce qu'on a vraiment besoin des produits laitiers une fois adulte, ou est-ce une habitude ou question de goût? Alors, Vanessa. C'est évidemment une question de goût. On en a besoin, en tout cas, ils apportent par exemple des protéines et du calcium qui sont des éléments importants pour la santé, mais qui effectivement, ils peuvent être apportés par d'autres types d'aliments. Donc c'est surtout une question de goût à l'âge adulte et d'envie. Néanmoins, pour couvrir les besoins en calcium, en tout cas chez les enfants, les ados et les personnes âgées, ils ont vraiment un intérêt dans ces populations-là pour le calcium et les protéines. Très bien. Cette personne voudrait savoir s'il faut arrêter le gluten ou c'est juste un mythe. Ah, très très bonne question. Le fameux gluten dont beaucoup se disent allergiques sans l'être forcément, mais on en a peur. Mythe, pas mythe, Mathilde? Oui, ça va marcher. Ça marche, d'accord.
ça va venir. Ouais, alors, effectivement, le mythe du sans gluten, il y a des personnes qui sont réellement, qui ont réellement ce qu'on appelle une maladie cœliaque, où effectivement, s'ils mangent du gluten, ben, ils verront tout de suite. Il y a vraiment une forte réaction et ils peuvent aller jusqu'à mourir. Hein. Il y a des personnes qui vont ne pas réussir à le digérer correctement. Il y a des personnes pour lesquelles notamment, il y a une intolérance au gluten qu'on ne sait pas encore très précisément cliniquement avec des biomarqueurs, etc., diagnostiqués, mais il y a peut-être effectivement des problèmes de santé. Mais tout ça, mis bout à bout, ça représente seulement quelques pourcents de la population française. Donc, pour la plupart des personnes, il n'y a absolument aucun problème avec le gluten. Le gluten, on le trouve dans tout ce qui est, dès que vous mangez du pain, des pâtes, etc., il y a du gluten dedans. Et donc, comme on disait tout à l'heure, du pain complet, les pâtes complètes, etc., c'est d'excellents vecteurs de fibres alimentaires. Donc de dire de manière massive arrêter le gluten, vous vous privez d'aliments qui sont vraiment très intéressants d'un point de vue nutritionnel pour la plupart de la population. Donc il ne faut pas confondre ce qui est un réel problème, hein, on ne minimise pas ça, pour une petite partie de la population, et la recommandation pour la majorité qui est qu'il n'y a pas de problème avec les aliments qui contiennent du gluten. Donc si vous n'avez jamais eu de réaction alimentaire particulière, hein, allergie ou autre au gluten, normalement, ça veut dire que vous pouvez sans problème consommer du gluten. C'était une très bonne question. Alors, une autre question, peut-être en ligne ? À partir de quel âge est-il important de s'intéresser à son alimentation pour éviter au maximum l'arrivée de risques sur notre santé? J'ai envie de vous dire dès la naissance. Voilà, on sait par exemple qu'il y a un avantage à l'allaitement maternel quand c'est possible. Et en tout cas, l'alimentation, c'est vraiment des habitudes, des bonnes habitudes à prendre dès le plus jeune âge, puisque, comme l'a rappelé Mathilde, on s'inscrit dans la durée et donc il n'y a pas d'âge pour commencer à bien manger. Alors, une question qui nous vient du premier rang, oui. Voilà, donc la question c'est, est-ce que les allergies, on naît avec ou elles viennent avec le temps? C'est une bonne question, ça. Alors, est-ce qu'il y a une réponse unique déjà ? Eh bien, en fait, les deux cas de figure arrivent. Il y a des allergies qui se manifestent dès la naissance, qui sont plutôt d'origine génétique, et d'autres qui, effectivement, vont apparaître au cours du temps, à force d'être confrontés aux allergènes, justement. Très bien, excellente question. N'hésitez pas à continuer à poser d'aussi bonnes questions. Bernard, en ligne. Petite question plutôt pour la présentation de Mathilde Touvier, je crois. La consommation d'alcool n'est-elle pas un facteur modifiable au même titre que le tabagisme? Complètement. Hein. Là, vraiment, tous les facteurs dont on a parlé là, ce sont des facteurs au niveau individuel. C'est vous qui choisissez de vous mettre à fumer ou pas, de consommer de l'alcool au quotidien ou pas, et puis de la manière dont vous allez manger, bouger pour l'activité physique. Donc tout ça, on est vraiment dans le modifiable au niveau individuel avec vos choix. Et au niveau aussi collectif, c'est-à-dire que c'est à nous aussi, chercheurs en santé publique, d'essayer de faire progresser les choses pour que, dans l'offre qui est faite, ou par exemple sur les produits alimentaires, si on parle des facteurs modifiables, on essaye de faire bouger les industriels pour qu'ils fassent des produits moins gras, moins sucrés, moins salés, pour qu'il n'y ait pas de pub pour les aliments gras sucrés pour les enfants, etc. Donc il y a ce qu'on peut faire au niveau de nos choix individuels et il y a ce qu'on peut faire aussi au niveau des politiques de santé publique, de l'offre, etc. Mais bien sûr, tabac et alcool, complètement modifiables. Voilà, c'est pas forcément facile, hein, c'est ça, hein, c'est ça le problème de l'addiction, mais en tout cas, on peut agir et c'est bon pour la santé. Quel est le rôle de notre environnement dans ces consignes de prévention, donc nos amis, nos potes, notre famille? Est-ce qu'il est important d'être bien entouré par des personnes qui respectent déjà ces recommandations pour que nous, on puisse les respecter? Mathilde, oui. Effectivement, et ça rejoint aussi indirectement la question de à partir de quand il faut commencer, etc. Si vous avez toujours grandi à table avec une bouteille de soda sur la table et comme quoi c'était normal de consommer des boissons sucrées à tous les repas, si vous avez des parents qui fument autour de vous depuis que vous êtes né, etc., tout ça, oui, c'est sûr que ça joue sur votre environnement, sur ce qui est considéré comme étant normal ou pas normal. Ce qui est bien, c'est que là, vous êtes à un âge où vous avez vraiment vos choix à faire et vous pouvez aussi vous être force de proposition pour votre santé à vous et pour la santé de votre famille.
Et donc de faire remarquer voilà, à vos parents que non, là, c'est pas normal de manger là n'importe quoi, pas équilibré, etc. De vous mettre, vous, à faire des choix, de dire oui, moi j'essaye de faire un peu plus d'activité physique chaque jour, etc. C'est quelque chose qui va vous bénéficier à vous et sur lesquels ça va irradier effectivement autour de vous. Et évidemment, après, en tant que parent, par rapport aux enfants, ce que vous allez leur transmettre. Donc le poids de l'entourage est évidemment extrêmement important et a vraiment un fort potentiel bénéfique pour soi et pour diffuser autour de soi des choses plus positives. On peut peut-être ajouter qu'il faut un certain courage aussi individuel quand on est entouré par des groupes de copains qui fument, se mettent à fumer, et que c'est aussi une manière d'intégration sociale et de se sentir avec les autres que de faire comme eux et de se mettre à fumer aussi. Ça vaut pour l'alcool, ça vaut pour plein de trucs. C'est vrai que peut-être une force de caractère un peu plus particulière peut vous pousser à dire non, moi je vais essayer d'éviter. Pour l'avoir vécu, c'est pas forcément un facteur d'exclusion. On peut rester avec des copains et puis accepter que les autres fassent différemment et être tous ensemble. Et effectivement, si en plus on peut en discuter et que ça peut faire avancer les choses, c'est pas mal non plus. Un petit mot de conclusion pour les unes ou les autres? Ou est-ce qu'on a... il y a une question qui est arrivée, allons-y. Alors, petite question qui fâche, c'est quoi le pire entre le gras et le sucre? Entre la peste et le choléra, pour traduire les choses. Le sucre, on est d'accord. Ah, j'adore dire ça. Ah non, je ne suis pas d'accord. Vanessa. Alors, est-ce qu'on peut parler de pire ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, effectivement, on sait que manger trop gras et trop sucré, ça augmente le risque de nombreuses maladies. De là à faire la part de l'un ou de l'autre, c'est pas évident. C'est encore une fois des choix à faire au quotidien. Si on a fait un repas un peu trop riche en matières grasses, c'est important de rééquilibrer ensuite. Il n'y a pas d'aliment interdit. C'est une question d'équilibre, donc on peut se faire plaisir, mais de temps en temps, et puis après, essayer de rééquilibrer ensuite. Et d'un point de vue, même nous, on a pas mal étudié ça aussi d'un point de vue idéologie. Il y a aussi des lobbies, par exemple l'industrie du gras qui rejette la faute sur le sucre, et puis l'inverse, l'industrie du sucre qui dit tout est la faute, tous les maux de la société sont la faute du gras. Donc méfiez-vous là aussi, et c'est exactement ce que dit Vanessa, c'est-à-dire que le gras, il faut en manger, parce que si on avait 0 lipides dans notre alimentation, on serait mal. Donc il faut en manger, mais il faut bien le choisir. Donc privilégier les matières grasses végétales, donc les huiles végétales, huile d'olive, huile de colza, huile de noix, qui ont des très bons lipides, des très bons gras, bons pour la santé, et éviter trop de beurre ou de produits animaux très riches en gras. Le sucre, c'est pareil, en petite quantité, moins de 100 grammes par jour, ça va. Mais par contre, si on le consomme en excès, là, ça va plus. Mais du sucre, il y en a dans les fruits et légumes. Donc, il faut pas non plus dire que tout le sucre est mauvais, tout le gras est mauvais. Voilà, tout est dans la nuance. Et c'est pas une battle sucre et gras. Le cerveau a besoin de bons gras, justement. J'allais ajouter 2 petites infos rigolotes. Les 3/4 de votre cerveau sont constitués de gras, de lipides. Donc, vous voyez que le gras, c'est important. On en a besoin. Et ce qui nous fait réfléchir, c'est en partie le gras, en tout cas le bon gras. Deuxième info rigolote, le sucre. On a démontré qu'il était plus addictif que la cocaïne. On l'a testé notamment chez des rats, des expériences très intéressantes. On leur met des petits biberons de cocaïne et des petits biberons de sucre. Eh bien, ils vont 3 fois plus vers le sucre que vers la cocaïne. Ça prouve qu'on peut être très dépendant du sucre et c'est pas facile de s'en départir. Non, mais même si la notion d'addiction est débattue au sens vraiment clinique du terme sur le sucre. Et c'est là qu'on aime les scientifiques pour relativiser immédiatement les données qu'on a, évidemment. Je vois les critiques arriver en ligne, donc je me lance. Mais c'est une vraie expérience. Merci pour le biais, pour la précision sur le biais. Oui, Bernard. Petite question en ligne. Quelle est l'origine de la maladie cœliaque? S'agit-il d'un problème plutôt enzymatique ou génétique, ou s'agit-il tout simplement d'une allergie? Alors déjà, on rappelle peut-être rapidement la maladie cœliaque qui aboutit notamment à des... Oui. Moi, perso, je n'ai pas la réponse sur l'origine. Effectivement, la maladie cœliaque, c'est celle qu'on évoquait tout à l'heure, qui concerne les personnes intolérantes, qui ne doivent pas prendre de gluten, parce qu'effectivement, sinon, un gros problème de santé. Mais par contre, leurs origines, je pense qu'il y a effectivement des personnes qui naissent avec, qu'il doit y avoir des prédispositions génétiques. Je ne saurais pas rentrer plus dans le détail, je ne veux pas dire de bêtises. Très bien, merci infiniment à vous toutes et à vous tous avec Bernard pour votre participation. Merci à vous d'être restés patiemment et d'avoir écouté, entendu. J'espère qu'il en restera un maximum de choses. Merci aux organisateurs, merci à Juliette, merci à tous ceux qui se sont impliqués dans cette matinée et à nos brillantes oratrices. Merci encore et merci à la Cité de la Santé. Bonne journée à tous, à bientôt. Merci.